Tout a commencé quand le chef des gobelins a passé l'arme à gauche, et là, 2 soldats présents au moment du trépas du patron ont lancé une baston pour décider qui serait le nouveau proprio du matos. Enragé comme jamais, un gobelin a sauté sur l'autre qui tenait le gourdin en hurlant que c'était lui le nouveau chef. Apparemment comme c'étaient les 2 soldats les plus costauds, ils ont commencé à se mettre sur la gueule pour l'arme pendant que les autres gobelins regardaient et gueulaient pour encourager la bagarre. Les soldats impliqués s'échangeaient des patates et des morsures, et à ce moment précis, un des petits monstres s'est souvenu que le chef avait laissé des captifs intacts et ils ont décidé d'aller les chercher. Mais les gobelins se rappellent que le gardien des prisonniers était sur le point de revenir, et à la surprise générale, le monstre dont il parlait est apparu, c'était un gobelin complètement différent des autres. Tout le monde s'est arrêté pour fixer la silhouette mystérieuse qui passait devant eux en commentant à quel point il ressemblait à un humain par sa façon de s'habiller. Donc avec l'intention de trouver les captifs de l'ancien chef, les gobelins ont décidé de suivre le gardien. Ensuite, un des petits monstres a dit que certains des hommes les plus forts de la tribu étaient déjà partis et qu'une fois la bagarre commencée ils en profiteraient, et en entendant ce que ce gobelin venait de dire, le gardien est devenu méfiant. À cet instant, le jeune homme s'est précipité vers la captive car il entendait des appels à l'aide. Inquiet de ce qu'il pourrait faire à la victime, notre protagoniste s'est dirigé en vitesse vers la direction des cris. Puis les gars ont repéré la grotte où se trouvait la captive, et en arrivant à l'endroit d'où venaient les appels à l'aide, le gardien a trouvé des gobelins en train d'agresser une jeune femme. À ce moment-là, un des petits monstres fixait la captive intensément. Pendant ce temps, la femme devenait de plus en plus désespérée en croyant que c'était la fin pour elle. Terrifiée, la fille a commencé à hurler à l'aide en suppliant qu'on la sauve. Sans avoir l'intention de faire du mal à la prisonnière, le gardien a ordonné aux gobelins de la lâcher, puis apparemment le chef du groupe a relâché la femme et a dit au jeune homme que le chef était mort et que donc cette captive lui appartenait. Après ça, le gobelin le plus fort a dit au gars que s'il osait prendre la femme, il y aura de graves conséquences. Et rapidement le chef du groupe a ordonné aux autres d'attaquer le gardien et de le buter. Obéissant à l'ordre, les gobelins ont attaqué le jeune homme pour pouvoir garder la femme, et notre protagoniste est devenu désespéré en se faisant prendre en embuscade par autant de petits monstres en même temps. Incrédule de voir sa vie lui être arrachée par ces horribles gobelins de bas niveau, le garçon est devenu déterminé à ne pas mourir, et à ce moment-là l'envie de vivre a envahi de plus en plus le jeune homme. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Étonnamment, notre protagoniste a sorti un couteau et a fini l'un des attaquants en laissant les autres effrayés, puis le gardien a montré au groupe qu'il était déterminé à se battre pour sa vie et qu'il ne se laisserait pas vaincre facilement. En voyant le jeune homme avec un couteau, le petit monstre a paniqué en fuyant la scène terrorisé. Un des gobelins a crié au chef de courir parce que le gardien avait une arme. Épuisé après avoir réussi à survivre, le garçon a effrayé les attaquants, et à ce moment-là la jeune femme qui était sur le point de devenir l'otage de ces horribles gobelins a remercié son héros qui semblait très fatigué par la bataille. Mais il semblait que le gardien était trop faible et la fille l'a supplié de ne pas mourir pour qu'il puisse la protéger. Après les mots de la fille, notre protagoniste, qui avait été humain autrefois, s'est mis à réfléchir et un écran est apparu devant ses yeux l'informant que le système démarrait. Ensuite on a découvert que le nom de notre protagoniste est Lyntion et qu'il s'est réincarné en gobelin avec un système après s'être fait renverser par un camion. Cependant l'écran que le jeune homme pouvait voir ne lui montrait que quelques statistiques sans sembler avoir d'autres fonctions plus avancées vraiment utiles. Néanmoins, après les mots de la fille qui l'a sauvé, le garçon a commencé à mieux comprendre l'endroit où il s'était réincarné. À ce moment-là, le jeune homme a commencé à étudier ce monde créé par des dieux où il y avait beaucoup de monstres puissants. Notre protagoniste a souligné que les humains avaient conquis leur place sur ce continent en utilisant leur force. Cependant, le gobelin dans lequel le garçon s'est réincarné était le monstre le plus faible et le plus crade de ce monde. Puis Lyntion a dit que ses stats étaient si basses que même parmi les gobelins il pourrait facilement se faire terminer. En regardant la fille, le jeune homme s'est souvenu que dans ce monde il y avait un moyen de devenir plus fort qui consistait à créer une nouvelle vie avec les filles. Notre protagoniste a déclaré que les gobelins avaient la capacité de gagner de la force après s'être accouplés et en se reproduisant constamment, mais ils n'avaient aucune femelle et c'est pour ça qu'ils kidnappaient des filles. Réfléchissant à la vie cruelle dans cet endroit, le garçon a dit qu'il avait été humain et que faire de telles choses pour devenir plus fort était vraiment méprisable. Puis la fille l'a interrompu en disant qu'après avoir passé quelques jours avec son gardien, elle avait enfin compris qu'il était différent et qu'elle ne voulait pas vivre avec ces gobelins. Lyntion est encore une fois surpris par la fille. À ce moment, la fille dit au garçon que quand l'ordre de la nuit viendra la sauver, elle leur dira qu'il l'a sauvée et ils laisseront le garçon vivre au village. Ensuite, quelque chose semble effrayer Lyntion. Notre protagoniste dit que les gobelins sont revenus pour capturer la fille, donc le garçon a demandé à la fille de se cacher. Sauvant encore une fois sa protégée, notre garçon se prépare à la défendre. Comme prévu, un horrible gobelin désespéré de devenir plus fort arrive en hurlant comme s'il avait bu du lait périmé et devait aller aux toilettes. Lyntion montre sa détermination à ne pas laisser la fille se faire prendre.
Rapidement le garçon frappe le gobelin avec un couteau, après quoi notre protagoniste informe la fille que les humains sont arrivés pour la sauver, ce qui la rend heureuse. Convaincue que c'était l'ordre sacré, la fille court vers son sauveur, puis Lyntion s'arrête soudainement en voyant quelque chose d'inhabituel. Notre garçon tombe sur un humain très puissant qui bat plusieurs gobelins d'un seul coup. Lyntion est stupéfait d'être témoin de quelqu'un d'aussi fort dans ce monde. Ensuite le supposé héros venu sauver la fille s'énerve en réalisant que ces créatures crasseuses avaient déchiré son uniforme de l'ordre sacré. À ce moment-là Lyntion voit les stats surprenantes de Loer. Notre garçon se demande si cet homme puissant est vraiment humain, car c'est la première fois qu'il voit des stats aussi élevées depuis son arrivée dans ce monde. Excitée, la fille court vers son sauveur en l'appelant capitaine, pendant que Lyntion est impressionné qu'ils aient géré le groupe de gobelins si facilement. Puis quelque chose de terrifiant laisse notre garçon horrifié. On dirait que l'homme n'est pas là pour la sauver. Lyntion agit vite en voyant que Loer était sur le point de finir la fille. La sauvant encore comme un vrai héros, le garçon attrape la fille en la poussant loin du capitaine. Ne comprenant pas ce qu'il se passait vraiment, notre garçon se demande pourquoi l'ordre sacré est venu si ce n'était pas pour sauver les gens emprisonnés. Irrité, Loer dit que c'est une honte qu'un gobelin ait réussi à esquiver sa puissante attaque. Puis comme promis, la fille informe le capitaine que le petit monstre l'avait protégé. De manière inattendue, Loer devient furieux des affirmations de la fille en croyant qu'elle mentait et essayait de se foutre de sa gueule en décidant de l'achever. Incrédule, Lyntion court pour la sauver encore une fois. Agacé, notre protagoniste dit à la fille qu'elle doit quitter l'endroit et lui montre un chemin sûr. Sans évaluer les risques, Lyntion décide d'attaquer Loer avec juste un gourdin. Puis une lumière apparaît venant des ténèbres de la grotte. Notre garçon reste immobile avec les yeux grands ouverts. Une femme arrive en demandant à Loer d'attendre pendant que Lyntion apparaît protégé par un bouclier magique. Ensuite une mage très puissante apparaît avec une armée de chevaliers juste derrière elle en disant au capitaine que le gobelin semblait un peu bizarre. Ensuite la prisonnière s'agenouille devant la femme en l'appelant Sainte Vierge et en demandant sa protection. Désespérée, la fille supplie la mage de la sauver, puis la Sainte Vierge demande à Lyntion s'il comprend ses mots. Plein d'espoir, notre garçon se retrouve devant Aphra, la porte-parole du temple dont on parle si souvent, et croit que c'est sa seule chance de quitter cet endroit. Alors le garçon répond à la Sainte Vierge qu'il la comprend, confiant qu'il serait sauvé. Notre garçon dit à la mage qu'il n'était pas un monstre de ce monde et qu'il était un humain réincarné après un accident. Loer dit à la Vierge que Lyntion semble plus intelligent que les autres et la mage répond à son allié que le gobelin pourrait être un cadeau de la mère sacrée. Puis Aphra demande à Kélia si le garçon ne lui a vraiment pas fait de mal et la fille répond qu'en plus de ne pas lui avoir fait de mal, il l'a aussi protégé et lui a donné de la nourriture. Comme prévu, la Sainte Vierge dit à la fille que parce que Lyntion est si spécial, ils vont l'emmener au village d'abord et l'étudier minutieusement avant de prendre une décision. Souriante et respirant la confiance, la mage demande au garçon s'il est prêt à venir avec elle au village. Croyant que c'est son seul espoir de salut, le garçon répond à la sainte qu'il va les accompagner. Après qu'Aphra l'ait libéré du bouclier magique, Lyntion se dit qu'enfin quelqu'un va l'écouter et qu'il pourra prouver son innocence. En quittant la grotte, la mage ordonne à Loer de la suivre. Marchant avec ses supposés sauveteurs, Lyntion remercie sa bienfaitrice pour sa gentillesse en disant qu'il la remboursera correctement. Cependant quelque chose d'inattendu se produit. Sorti de nulle part, Loer frappe l'estomac de Kélia avec son épée. Réalisant ça, Lyntion regarde rapidement en arrière et voit sa protégée se faire achever par le capitaine, ce qui le laisse dans le désespoir. Notre protagoniste, avec la vision d'un gobelin, voit Kélia sans vie sur le sol. Lyntion est incrédule devant son ami tué par celui qu'elle croyait être son sauveur. Puis le garçon tombe dans le désespoir, ne comprenant pas ce qui se passait. Sarcastique et sombre, la Sainte Vierge regarde Lyntion et dit que quand ils atteindront le village, il a intérêt à bien la récompenser. Une semaine plus tard, dans le village, la cloche de l'église sonne pour rassembler les citoyens. Loer, à côté de la Sainte Vierge, apparaît en faisant un discours aux villageois disant que l'attaque des gobelins a causé beaucoup de dégâts à cette ville paisible. Le capitaine dit aux gens que les petits monstres ont utilisé des attaques furtives et massacré cruellement 30 résidents du village. Indignés, les villageois commencent à crier que les gobelins sont méprisables et que les humains et ces horribles monstres sont des ennemis mortels. En utilisant des images des gens qui ont été tués, Loer dit que l'ordre sacré au nom du temple a purifié les petits monstres en vengeant les résidents du village. Prenant la tête du discours, la Sainte Vierge a demandé aux villageois de continuer à prier dévotement pour le temple. Renforçant ces mots, la mage dit que le temple protégera toujours ses fidèles suiveurs et les villageois commencent à louer les chevaliers de l'ordre sacré. À ce moment-là, on voit une sorte de laboratoire mélangé à une bibliothèque sombre. Puis la Sainte Vierge dit que le sermon était un succès et que les villageois restent des imbéciles. Aphra a dit que maintenant les villageois vont prier encore plus dévotement et offrir plus de tribut au temple. Ensuite on découvre enfin ce qui est arrivé à Lyntion, qui apparaît emprisonné avec une muselière en appelant la mage. Puis la Sainte Vierge regarde son prisonnier sans montrer aucune compassion.
Notre protagoniste à qui il manque maintenant un œil et plein de rage traite Afra de misérable. À cet instant la Sainte Vierge fixe Linthion emprisonné sur un mur couvert de marques d'expérimentation. Afra dit qu'elle est impressionnée par la vitalité du garçon en voyant qu'il est encore en vie et croit que c'est pour ça que le temple ne peut pas éradiquer les gobelins du continent, puis la Sainte Vierge décide d'injecter un poison plus puissant à Linthion pour évaluer les résultats. Notre protagoniste semble incapable de supporter plus longtemps la souffrance constante des expériences. Désespéré, Linthion se souvient que l'ordre sacré a trompé tout le monde et tué Kélia et il demande à la Sainte Vierge si c'était ça la justice humaine. Puis le garçon est soudainement frappé par une branche au menton. Furieuse des allégations de Linthion, la Sainte Vierge dit que c'est étrange pour une créature aussi faible et méprisable d'oser remettre en question la justice humaine. Puis Afra, montrant sa vraie nature, dit que les gobelins ne sont rien de plus que des insectes sur ce continent et que juste le fait qu'elle lui parle est déjà une grande faveur. Jetant un sort sur Linthion, la Sainte Vierge dit qu'il devrait montrer de la gratitude et utiliser son petit corps pour contribuer aux expériences humaines et à l'ordre sacré, puis la Sainte Vierge crée un cercle magique qui commence à drainer l'énergie du garçon. Lin semble presque impuissant à résister à cette torture. Notre protagoniste commence à s'en vouloir de garder sa compassion humaine même après s'être réincarné d'un humain en un gobelin de bas niveau, croyant que les gens seraient justes. Thion se rappelle qu'après avoir été emmené au village, Loer et Afra l'ont torturé et ont mené diverses expériences sur son corps en ignorant chaque mot qu'il disait. Malheureusement, après tant de tortures, le garçon n'a pas pu résister plus longtemps et a été achevé par la sadique Sainte Vierge en passant de l'autre côté après la mort. Linton dit que s'il pouvait réessayer, il ne ferait plus jamais confiance aux humains et si possible il leur broierait les os. Puis quelque chose d'inattendu se produit alors que le garçon réfléchit à ce qu'il ferait s'il pouvait se réincarner à nouveau. À ce moment-là, il semble que Linthion soit allé dans un monde virtuel et il se demande s'il est encore en vie. À la surprise du garçon, le système de simulation de vie de Gobelin est activé et lui demande s'il souhaite se réincarner à nouveau. Essayant de comprendre ce qu'il se passait, Linon conclut que ça doit être son système personnel et qu'il ne s'active qu'après sa mort. Notre protagoniste est incrédule de réaliser qu'il pourrait se réincarner à nouveau mais qu'il retournerait au début en tant que Gobelin de bas niveau. Linon demande au système ce que le oui et le non représentent et on lui dit que s'il choisit non il sera terminé et s'il choisit oui il peut retourner à une semaine en arrière avec sa mémoire actuelle. Puis enfin notre garçon comprend que la chance qu'il demandait lui a été accordée. Notre protagoniste devient très enthousiaste en réalisant qu'il peut maintenant prendre sa revanche sur Loer et Afra. Lennon, extatique avec des pensées de vengeance, choisit l'option oui. À ce moment le système initie le processus de redémarrage de la vie de Gobelin. Notre garçon, furieux d'avoir été trahi par les humains, est vraiment déterminé à retourner et prendre sa revanche. En plus de se réincarner, Lenshon est aussi informé que le système l'a légèrement renforcé, puis le garçon est content et dit que même si le renforcement est petit c'est mieux que rien. Ensuite le système informe Lin que le danger n'est pas fini et que l'ordre sacré est sur le point de le rattraper. S'il meurt encore il ne sera pas possible de ressusciter. Thion demande au système ce qu'il peut faire et on l'informe qu'il est possible de simuler des prédictions d'événements futurs avec différents résultats toutes les 24 heures. Notre garçon devient plus enthousiaste en apprenant que chaque simulation lui accorde des points qu'il peut échanger contre des objets et qu'il pourra voir le futur sans perdre de temps. Linton a demandé au système de commencer la simulation de vie immédiatement. Obéissant aux demandes du garçon, le système commence à lui offrir des options de simulation pour s'échapper de la grotte. Si Linon choisit la première, il devrait prévenir les autres gobelins et unir ses forces pour combattre Loer et ses hommes, ce qui lui rapporterait 10 points. Dans la seconde option, le garçon devrait abandonner les autres petits monstres et s'échapper, ce qui lui rapporterait 5 points. S'il choisit la dernière, il devrait se cacher dans la grotte et prier pour que Loer et ses hommes ne le trouvent pas, mais malheureusement cette option ne lui accorderait aucun point. Lennon reste immobile en essayant de choisir la meilleure option. Prudemment notre garçon analyse la première option, convaincu que même avec tous les gobelins il ne serait pas capable d'affronter Loer seul et que s'enfuir serait le meilleur choix. Même après une analyse rapide, Linon décide de tester toutes les options et de choisir celle qui lui donne le plus de points afin d'essayer d'acquérir une arme dans la boutique d'échange. Malheureusement, après avoir testé la première option, lui et les gobelins ont été facilement vaincus par Loer, lui rapportant 10 points comme prévu. Après avoir mené son analyse, Linon conclut qu'il ne peut pas faire confiance aux petits monstres pour survivre, mais il est content des points gagnés. Confiant, notre garçon a demandé au système d'ouvrir la boutique d'échange. Linon tombe alors sur plusieurs armes puissantes disponibles, mais elles nécessitent beaucoup de points pour être acquises. Puis le garçon repère une dague elfique légère et rapide qui coûte exactement les 10 points qu'il a gagnés grâce à la simulation. Linon décide d'acquérir l'arme qui lui donne 10% de vitesse et 15% de force et dit que la dague est très tranchante et qu'en frappant le point vital d'un ennemi ça pourrait être fatal. Inquiet pour son ami, notre garçon a demandé au système pourquoi il n'a pas vu Kélia dans la simulation et demande où la fille est passée.
On l'informe alors qu'après sa réincarnation certains détails de la chronologie ont changé et dans cette nouvelle vie la fille n'a pas été capturée par les gobelins et vit heureuse au village. Linong semble très surpris par cette information, notre protagoniste est sincèrement heureux après avoir appris que son ami est en sécurité. Content que Kelia soit en vie et hors de danger, le garçon dit qu'il a tenu sa promesse et va maintenant se concentrer sur ses autres préoccupations. Analysant le meilleur chemin, Lenchon court vers la sortie de la grotte en affirmant que c'est la meilleure option car les gardes les plus faibles sont là. Un des soldats montant la garde dehors parlait de combien il détestait les gobelins pendant que l'autre demandait de la patience en disant que c'était un boulot facile. À ce moment notre garçon entend des voix de gens parler près de là où il était. Linon découvre alors que le plan de l'OR était bien d'éliminer toutes les filles qui avaient été kidnappées et étaient dans la grotte et c'était la mission des deux gardes. Notre protagoniste devient plus certain que sa vengeance est justifiée en voyant que l'ordre sacré est prêt à tuer des innocents pour maintenir son influence. Avec cette info, le garçon croit que son seul choix est de se battre parce que s'ils font ça aux humains, imagine ce qu'il ferait à un simple gobelin. Préparant un piège pour les gardes, notre garçon imite la voix d'une fille et demande de l'aide depuis l'intérieur de la grotte. Obéissant aux ordres du seigneur Loer, le soldat se prépare à achever la supposée fille qui était sur le point de s'échapper de la captivité comme un rat traître. Souriant, le garde dit que la fille peut sortir sans peur et qu'il est là pour la ramener au village. Puis à la surprise du gentil soldat, notre garçon le frappe avec sa super dague. Rempli de haine contre les humains, Lennon frappe le garde sans montrer de compassion en disant qu'à partir de ce moment ce serait la vengeance du gobelin. À cet instant, le soldat frappé par le garçon commence à trembler de douleur, puis l'autre garde bouge vers son compagnon en demandant pourquoi il prenait autant de temps sans réaliser ce qu'il s'était réellement passé. Souriant et déterminé à continuer sa vengeance, Linon se sent enthousiaste en voyant que le plan fonctionne. Rapidement notre garçon bouge vers l'autre garde avec sa dague super tranchante en le laissant désespéré, ne comprenant pas ce qui se passe. Puis Linton frappe le soldat au visage avec sa main, le faisant tomber au sol. Avec une grande agilité et rempli de rage, le garçon saute sur le garde en l'attaquant. Comme Linon l'avait imaginé, la dague est vraiment très tranchante et le garçon arrive à faire une coupure profonde sur le soldat en l'attaquant. Le garde blessé tombe alors au sol en désespoir, croyant que c'est la fin. Le soldat demande à Lintion s'il peut parler la langue humaine. À ce moment, le garde implore la pitié et demande au garçon de ne pas le tuer. Essayant de gagner la compassion de Lin, le soldat décide de tester les émotions du garçon en montrant une photo de sa famille en disant qu'ils l'attendent à la maison. Réalisant que le garçon hésitait à le tuer et qu'il comprenait sa langue, le garde dit que Thion est très intelligent et qu'il suivait juste les commandes de l'ordre sacré. Le soldat essaie alors de gagner la confiance du garçon en disant qu'il lui donnerait de l'or et des jeunes femmes fraîches, tout en planifiant de dégainer son arme et d'attaquer. Pensant que Linon était distrait par ses promesses, le garde comme un rat traître attaque le garçon en le traitant de bête stupide. Cependant, à la surprise du soldat, quelque chose d'inattendu se produit. Utilisant toute son agilité et sa puissante dague, Linon frappe le rat traître avant même qu'il ne puisse l'atteindre, puis le garçon commence la première partie de sa vengeance. Notre protagoniste est vraiment déterminé à profiter pleinement de sa dernière chance de réincarnation dans ce monde où les humains l'ont trahi. Lennon devient plus confiant que sa vengeance réussira. Ensuite, le garçon entend la voix de Loer, tout près, croyant que le capitaine vient pour le capturer. Le garçon commence alors à mettre son plan à exécution et décide de prendre les vêtements du garde en quittant la scène. Tenant la tenue du soldat dans sa main, Lennon dit que bientôt il trouvera Loer et Afraa. À ce moment, le capitaine et la Sainte Vierge arrivent à l'endroit où les gardes ont été vaincus par le garçon. Loer se demande s'il est possible que les gobelins aient tué ses soldats. Afraa croit qu'un petit monstre capable de vaincre deux gardes pourrait être un mutant. Puis le capitaine répond à son allié que si c'est vrai et que l'info se répand dans tout le village, les conséquences pourraient être catastrophiques. Marchant sur le garde, Loer montre sa fureur en disant qu'il est inutile pour avoir échoué à vaincre un seul gobelin. Pendant ce temps, la sadique Afraa devient excitée en imaginant que ça pourrait être un petit monstre mutant, disant que ce sera très amusant. Avec un regard sombre et apparemment excité par l'idée que ce soit un gobelin différent, la Sainte Vierge dit que s'il arrive à le capturer, elle s'amusera beaucoup avec. À ce moment, nous voyons la forêt où notre garçon a réussi à s'échapper. Lennon se sent soulagé en voyant qu'enfin son plan fonctionne et qu'il a réussi à s'échapper de cette grotte. Tout en mangeant, le garçon dit qu'il va gérer ses ennemis à la manière gobelin en utilisant la férocité pour renforcer ses stats et augmenter son influence. Avec un regard sombre et rempli de rage, Lin dit que dans cette vie il fera en sorte que le seul désir de chaque homme soit la mort et chaque femme le désirera et pleurera à ses pieds. Observant les buissons bouger, notre garçon se demande si Loer et son groupe n'ont pas abandonné l'idée de le capturer. À ce moment, Linon voit une silhouette encapuchonnée émerger de derrière les buissons. Rapidement, le garçon attaque l'intrus pour éviter de lui donner une chance de contre-attaquer. Surprise par le garçon, la personne trébuche sur un rocher. Linon est surpris de voir que c'est un gobelin. Notre protagoniste ne peut pas croire ce dont il est témoin.
Linon devient encore plus incrédule de voir que ce gobelin pourrait parler et s'exprimer comme lui. Le garçon décide alors de ne pas baisser sa garde car c'est un intrus qui se cachait. Puis quelque chose surprend notre garçon encore plus. Linon se demande pourquoi ce gobelin a des traits féminins étant donné qu'ils ne sont que des mâles et c'est pour ça qu'ils ne peuvent se reproduire qu'avec d'autres espèces. Effrayée par le garçon, la femelle gobelin le supplie de ne pas lui faire de mal en disant qu'elle était seulement là pour chercher de l'eau, ce qui rend le garçon méfiant. Notre protagoniste commence à se demander comment c'est possible pour un petit monstre de parler des phrases complètes. À ce moment, Linon regarde le statut de cette fille étrange et voit que si un mâle s'accouple avec une femelle de la même espèce, il deviendra un dieu gobelin. Le garçon est stupéfait de réaliser que s'il s'accouple avec cette fille, ce serait l'opportunité parfaite pour devenir assez fort pour affronter ses ennemis. Désespérée et craignant pour sa vie, la fille dit à Linon qu'elle a été envoyée par son chef pour chercher de l'eau et si elle ne revient pas avec ce qu'il a demandé, elle sera battue jusqu'à ce qu'elle soit tuée. Ensuite, la fille est surprise de voir qu'un gobelin lui parle et la calme. Linon dit à la fille que si elle continue de pleurer, elle va attirer Loer et son groupe vers eux. À ce moment, la fille étonnée demande au garçon s'il peut parler comme elle et le garçon répond qu'il peut. Puis Linon se rappelle que les gobelins ne parlent pas de manière cohérente, ce qui est la raison pour laquelle cette fille n'a pas beaucoup parlé avec les membres de sa tribu. Reconnaissante, la fille dit au garçon qu'il est très gentil et que les petits monstres la frappent et l'insultent généralement et elle demande si le garçon veut venir avec elle au village. Une fois de plus, Linon voit une autre opportunité de se renforcer. Notre protagoniste est excité par l'info et demande à la fille s'il y a vraiment une tribu de gobelins près d'où ils sont. Prudent, Lennon n'est pas sûr si Loer et son groupe le suivent toujours et priorisant de trouver un endroit sûr, il croit que ce n'est pas le meilleur moment. Donc continuant avec son plan de vengeance et cherchant à devenir plus fort, notre garçon dit à la fille qu'il va l'accompagner à son village gobelin. Concentré sur ses objectifs, le garçon dit qu'il était inquiet de savoir où il pourrait trouver des subordonnés à recruter et demande à la fille de l'emmener à sa tribu. À ce moment, nous voyons le village que la fille avait mentionné. En voyant un étranger approcher, les gobelins deviennent curieux en regardant de loin, puis irrationnellement les petits monstres commencent à se moquer des vêtements de Liane parce qu'il est habillé comme un humain et l'appellent une créature étrange. Linon voit une bonne opportunité de commencer ses plans de vengeance avec cette tribu. Déterminé à gagner la confiance des gobelins, notre garçon dit qu'il est là pour les rejoindre et demande à parler avec le chef. Ensuite, les petits monstres se moquent de Linon en disant que le chef n'est pas quelqu'un qu'il peut rencontrer quand il veut. Agacée, la nouvelle amie du garçon crie sur les gobelins en disant que le garçon n'est pas une mauvaise personne et leur demande de ne pas agir précipitamment. À ce moment, quelqu'un demande pourquoi toute la tribu est rassemblée à un endroit en faisant tout ce bruit. Linon devient excité quand il voit que le chef gobelin est enfin apparu, puis le leader arrive furieux en demandant qui faisait tout ce barouf dans sa tribu. Notre protagoniste vérifie rapidement les stats du leader des petits monstres. Linon semble surpris après avoir vu les stats du leader en réalisant qu'il y a un gobelin de haut niveau dans cette tribu. À ce moment, le chef demande à la fille si elle a amené l'étranger et la fille répond qu'elle a amené le garçon au village parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Ensuite, le leader est très content et remercie la fille, mais étonnamment le chef ordonne au gobelin d'achever Linon et de le manger en laissant la fille désespérée. Alors que les petits monstres avancent vers le garçon rapidement, notre protagoniste sort sa dague. Puis Linon montre son couteau au chef et au gobelin en disant qu'il sait comment fabriquer des armes comme ça et que s'il le laisse rejoindre la tribu, il pourrait les rendre tout plus forts. Intéressé par ce que le garçon vient de dire, le chef leur ordonne de ne pas attaquer. Ensuite, le leader marche vers notre garçon, ambitieux et pensant à devenir plus fort. Le chef dit que l'Intion n'a pas l'air de mentir et lui demande quel genre d'arme il sait faire. Mettant son plan à exécution, le garçon dit au leader que s'il trouve du minerai, il peut faire des armes en fer simples et avec le temps créer quelque chose de plus puissant. Pour le convaincre, le garçon dit au chef qu'avec ses dagues, il pourrait vaincre des monstres et même des humains. Après les déclarations de Linton, tous les gobelins deviennent heureux en disant qu'ils auront de la viande et n'auront plus besoin de se cacher dans la forêt et qu'ils préfèrent les elfes frais pour leur repas. Ambitieux, le leader dit au garçon qu'il lui donnerait une chance et leur ordonne de trouver du minerai de fer en 3 jours pour faire les armes. S'il échoue, il sera terminé. Pointant la fille, le chef dit qu'elle ira avec lui et si Linon ne réussit pas, elle rencontrera aussi la même fin. Puis le leader part après avoir donné ses ordres. Linon serre la fille dans ses bras et dit que le vieil homme est une vraie ordure pour ne pas épargner même ses compagnons et qu'il aura besoin de faire quelques armes pour gagner du temps et devenir plus fort. À ce moment, notre garçon se dirige vers son objectif accompagné de quelques gobelins et de sa nouvelle amie. Le garçon marche à la recherche de minerais de fer comme on lui a ordonné, puis la fille leur demande d'attendre et dit qu'elle est très fatiguée après avoir marché toute la journée. Irrité, un des petits monstres donne un coup de pied à la fille. Furieux, le gobelin frappe la fille en la traitant de moche et dit que si elle ne trouve pas de minerais, il va l'achever, pendant que la femelle gobelin dit qu'elle va arrêter de se plaindre. Irrationnels, les autres gobelins commencent aussi à frapper la fille en la traitant de paresseuse. Riant et disant qu'ils vont l'achever, de manière inattendue, notre garçon jette une pierre à la tête d'un des petits monstres qui frappait la fille.
Défendant sa nouvelle amie, Lennon dit au gobelin qu'il les a amenés pour trouver du minerai de fer, pas pour se battre. Irrité par les petits monstres, notre garçon dit qu'il a déjà expliqué ce qu'ils devraient chercher et s'ils veulent vivre ils devraient commencer à lui obéir, sinon ils seront tous terminés par sa dague. Quand ils sont menacés par Linon, les petits monstres tremblent de peur. Les gobelins s'éloignent alors de la fille en disant que le garçon les terminera avec les armes en fer et ils le menacent en disant que quand il finira le patron ne lui pardonnera pas. Lennon devient inquiet sachant que les petits monstres ont raison, même s'ils complètent la tâche en 3 jours ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il soit terminé. Regardant la fille, notre protagoniste se rappelle que si un gobelin mâle s'accouple avec une femelle de la même espèce il deviendra un gobelin divin légendaire. Voyant sa nouvelle amie trembler de peur, notre garçon lui demande de ne pas pleurer en l'appelant Moon. Linton décide d'approcher la fille pour la calmer. Notre protagoniste tient le visage de Moon et demande si elle veut rester avec lui en disant que si elle accepte il la protégera, lui donnera de la nourriture, un endroit chaud pour vivre et qu'elle ne sera plus blessée. Déterminé à devenir plus fort, Linon dit à la fille qu'il tient toujours ses promesses mais ils sont trop faibles pour se battre et il la supplie de l'aider à devenir plus fort. Excité par la chance de ne plus être blessé par ces hideux petits monstres, Moon demande au garçon comment il pourrait s'améliorer. Lennon informe la fille que si elle est d'accord pour avoir des enfants avec lui ça le rendra plus fort et il tiendra sa promesse de la protéger. Confuse et embarrassée, Moon dit au garçon qu'elle ne l'a jamais fait avec un mâle. Déterminé à la convaincre, notre garçon dit à la fille que si elle accepte elle n'aura pas besoin de s'inquiéter, il s'occupera de tout. Puis quelque chose d'inattendu se produit rapidement, Lennon s'approche et embrasse Moon, puis notre protagoniste tient les mains de la fille avec l'intention d'initier un moment intime. Voulant aider son ami à devenir plus fort, Moon supplie l'intuition de la laisser avoir ses bébés. Alors qu'ils essaient d'avoir des enfants, le système informe le réincarné qu'ils auront 7 enfants et cela augmentera sa limite de niveau. Il est aussi informé qu'en raison de l'augmentation de la limite de niveau, le garçon a reçu plus 9 d'attaque, plus 100 de santé et plus 10 de défense dans ses stats. Puis Liana est apparue avec un physique complètement différent après les améliorations. Notre garçon vérifie son statut de force. Excité et musclé, le garçon dit que non seulement il a monté de niveau mais il a aussi changé sa forme physique et maintenant ils ont une meilleure chance de vaincre le prêtre gobelin. Peu après, Lennon se débarrasse des vêtements qui ne lui vont plus. Notre protagoniste réconforte sa nouvelle compagne et lui dit qu'elle lui appartient maintenant et qu'il la protégera comme promis, pendant que Moon avec un regard amoureux l'appelle gentil. À ce moment, le couple devient alerte en entendant les gobelins crier à l'aide alors qu'ils cherchaient du minerai de fer. Puis un énorme loup magique apparaît en attaquant un des petits monstres courant désespérément en tenant quelque chose dans ses bras. Linton est surpris de voir que les gobelins ont réussi à trouver du minerai de fer, mais le garçon est aussi inquiet car ils ont rencontré des problèmes. Tenant sa promesse de protéger sa compagne, notre garçon lui demande d'attendre pendant qu'il se dirige vers le loup magique. À ce moment, la bête massive est sur le point de dévorer un petit monstre. Pendant ce temps, notre garçon se précipite rapidement vers la bête, démontrant son agilité et sa force avec sa dague très tranchante. Linon attaque et frappe le cou du loup en sauvant le gobelin tenant le minerai. Après avoir été sauvé, le petit monstre s'arrête et regarde désespérément, puis on voit que Linon a réussi à vaincre le loup avec juste un coup de sa puissante dague. À ce moment, on voit que notre protagoniste a absorbé le pouvoir magique de la bête après l'avoir vaincu et félicite le gobelin pour avoir trouvé le minerai. Linon dit au petit monstre que la qualité du matériau est bonne et leur ordonne d'en trouver plus en les informant que quand ils reviendront ils forgeront les armes. Après avoir trouvé tout le minerai dont ils avaient besoin, le groupe retourne au village. En arrivant à la tribu, les gobelins sont stupéfaits de réaliser que Linon a vraiment fait une arme efficace. À ce moment, notre garçon démontre comment sa création est capable de vaincre même des bêtes. Puis Linon présente au chef et aux gobelins une lance faite de minerai de fer qui a été collectée dans la forêt. Excité, un des petits monstres ayant maintenant l'air différent après être devenu plus fort grâce à la chasse, dit à la tribu qu'il a vu le garçon vaincre un loup magique en les sauvant. Ensuite, dans une tentative de gagner la confiance des gobelins, Lennon lève la lance et demande s'ils veulent cette arme puissante et tout le monde crie qu'ils le veulent. À ce moment, le chef de la tribu apparaît inquiet du succès du garçon. Prenant le contrôle de la situation, le leader frappe son bâton sur le sol, puis le prêtre dit à Linon qu'il n'a effectivement pas menti. Le chef le félicite d'être vraiment capable de faire des armes en fer. Essayant de prouver que le garçon n'est pas un héros, le leader dit à Linon que s'il veut rester dans la tribu ce ne sera pas facile et qu'il devra fabriquer 50 autres de ses lances en seulement 2 jours. Après que le chef exige une quantité presque impossible d'armes en si peu de temps, les gobelins commencent à dire à quel point il est pire en le comparant aux humains. Ensuite, Linon semble content de réaliser que son plan pour gagner les petits monstres fonctionne. À la surprise du leader, notre garçon arrive à livrer les 50 lances comme ordonné. Linton informe le chef que toutes les armes ont été faites et livrées à temps pendant que les gobelins célèbrent le succès du garçon. Apparemment heureux de voir que le garçon a complété la mission presque impossible, le leader le félicite encore.
Puis le prêtre dit aux gobelins que tout le monde mangera de la viande pour célébrer l'entrée de Lithion dans la tribu, rendant les petits monstres extatiques. Tout se passait selon le plan du garçon, tout le monde était heureux de pouvoir savourer une abondance de viande. À ce moment, Lua tend un morceau de viande rôtie à Linon en disant que c'est spécialement pour lui et que c'était une offrande du prêtre lui-même. Donc notre garçon accepte et commence à profiter du cadeau du chef de la tribu. Cependant quelque chose semble mal tourner et le garçon commence à se sentir mal. Inquiète, Lua demande à Lennon s'il va bien alors que le garçon s'étouffe après avoir mangé la viande. Rapidement le chef de la tribu s'approche de la paire laissant la fille terrifiée. Le leader traître arrive en traitant Linon de stupide pour lui avoir fait confiance et en disant qu'il a remarqué que le garçon était ambitieux et que défier son autorité ne mènerait qu'à la mort. Ensuite le chef met sa main sur la tête de elle tenant la fille et croyant que Linon était trop faible pour la défendre, le prêtre demande au garçon s'il tient vraiment à cette femelle. Réalisant que le garçon tenait à Lua, le leader lui dit de profiter de voir son cou être coupé en la traitant de traîtresse. Déterminé à tuer la fille pour donner une leçon à Lenana, le chef dit qu'il le fera pour s'assurer que le garçon ne se vante plus en sa présence. Il semble que la fin de Lee soit vraiment arrivée face aux griffes acérées du prêtre de la tribu. Cependant de manière inattendue, Linon se lève et frappe rapidement le bras du chef laissant tout le monde surpris et sauvant sa compagne. À ce moment le leader qui était si confiant apparaît terrifié essayant de comprendre comment le garçon affaibli par le poison a réussi à faire ça. Sarcastiquement notre protagoniste se moque du vieil homme en le traitant de stupide et de traître pour être tombé dans son piège. Linon dit au prêtre qu'il savait déjà qu'il allait l'empoisonner et qu'il jouait juste le jeu de son acte en lui faisant croire. Réalisant qu'il a été trompé par le garçon, le vieil homme devient furieux, manquant un bras et déterminé à achever Linon. Le leader charge le garçon pendant que notre garçon se prépare à se défendre. Montrant une grande agilité, le garçon arrive à esquiver l'attaque du vieil homme facilement et porte un autre coup au chef de la tribu. Il semble que le règne du leader tyrannique de cette tribu de gobelins soit arrivé à sa fin et Lennon avec sa dague super tranchante sera son bourreau. Puis après avoir esquivé l'attaque du vieil homme, notre garçon contre-attaque en coupant la tête du rat traître et ainsi la tyrannie de ce vieux gobelin arrive à sa fin. Témoins de leur leader décapité, tous les petits monstres deviennent désespérés ne sachant pas ce qui va se passer ensuite. Puis Linon s'approche des gobelins qui deviennent de plus en plus effrayés et dit quelque chose d'important. Notre protagoniste dit au petit monstre qu'à partir de ce moment il sera le nouveau chef de cette tribu. Linon informe les gobelins qu'il les mènera attaquer les elfes et les humains. Levant sa puissante dague, notre garçon dit au petit monstre qu'ils auront toujours de la viande sous son commandement. Puis les gobelins deviennent extatiques avec les promesses de leur nouveau chef et commencent à l'acclamer. Enfin Linon pointe le corps du vieil homme et l'offre à ses soldats comme cadeau de célébration. Rapidement les petits monstres commencent à canner en courant vers le macabé du traître. Irrationnel et la dalle en pente, les gobelins dévorent le corps de l'ancien chef cruel. Déterminé comme jamais, Lennon dit que conquérir la tribu des petits monstres c'était juste l'échauffement de sa vengeance. Ensuite il va faire en sorte que les elfes pondent une génération plus costaud pour sa tribu. Cependant un truc a l'air de les guetter furtivement cachés dans les buissons et là on voit une elfe magnifique en mode espionnage dans la forêt, surprise d'être témoin de tout ce bordel. À ce moment-là une structure fascinante apparaît dans un arbre avec plein de gobelins pendus comme un avertissement pour les intrus. Une fille est contente de voir que sa princesse est rentrée à la maison, puis on découvre que l'espionne est en fait une princesse elfe et la fille lui dit d'attendre parce que sa matriarche est occupée, mais la jeune princesse dit qu'elle a un rapport urgent. Ensuite la princesse ouvre la porte des appartements de sa mère en disant qu'elle a un truc important à balancer sur la forêt magique de l'Est et elle se prend une clim inattendue. En entrant, Kasana voit la reine en train de se faire draguer par plusieurs elfes mâles. À ce moment-là la princesse a la honte intergalactique d'assister à cette scène de sa mère en plein dérapage alors que le danger approche. Puis avant que Kasana puisse quitter la pièce, la reine lui demande d'attendre et de lui dire ce qu'il y avait de si urgent pour qu'elle déboule comme ça. Encore une fois la princesse dit à sa mère qu'elle a un rapport important sur la tribu de gobelins dans la forêt. Curieuse et arrogante, la reine demande à sa fille ce qui pourrait être si urgent à propos de créatures faibles et crasseuses en parlant des petits monstres. Ensuite la princesse informe sa mère qu'elle a trouvé un grand ours noir dévoré dans la forêt magique et qu'elle croit pas une seconde que les gobelins l'aient tué. Senna dit aussi à la reine qu'il y a quelques jours elle a vu l'ancien chef de la tribu des petits monstres se faire terminer par un jeune homme mystérieux et se demande si c'est lié. On dirait que la mère de la princesse a seulement capté la mention d'un nouveau chef de village. Arrogante, la reine ordonne à sa fille de prendre quelques soldats elfes et d'organiser une opération pour gérer tout danger possible et elle lui dit de pas tous les tuer d'un coup. Tout en caressant un elfe mâle, la séduisante et magnifique chef des elfes dit à Kasana que les cœurs de gobelins sont des ingrédients précieux pour les potions utilisées dans la tribu. Encore une fois la princesse est super gênée par sa mère et répond qu'elle comprend l'importance de garder quelques petits monstres en vie. Puis la reine malicieuse dit à sa fille qu'elle a travaillé dur ces derniers temps et qu'elle la récompensera avec un elfe pour la satisfaire, ou si elle préfère elle peut en choisir encore plus.
Ensuite la princesse extrêmement gênée par les propositions suggestives de sa mère quitte la pièce en disant qu'elle enquêtera pendant la nuit et fera un rapport si un truc se passe. Planifiant l'attaque, les gobelins utilisant des branches comme référence créent une carte et informent les nonnes que la forêt des 1000 merveilles a environ 30 maisons dans les arbres. Content du bon boulot de son meilleur soldat, le nouveau chef dit que quand ils conquerront les elfes, il sera récompensé avec 2 filles elfes, ce qui le rend euphorique. Excité par les promesses du chef, le bras droit de Linton l'informe qu'il va ordonner aux autres de préparer leurs armes. Puis le nouveau chef de tribu commence à exécuter ses stratégies d'attaque en suivant les infos fournies par son bras droit. Linton calcule qu'il y a 2 elfes dans chaque maison et un total de 70 incluant les 10 qui sont dans les mines. Dans le but de rendre sa tribu plus forte, notre gars dit aux gobelins qu'à partir de maintenant ils vont chasser dans la forêt magique, ce qui fait sauter tout le monde de joie. De cette façon, Linon est capable d'augmenter ses attributs plus rapidement et de gagner une plus grande variété de compétences acquises. De la même manière, les gobelins deviennent plus forts en menant des chasses dans la forêt magique inlassablement. Lua et Linton chassaient des monstres magiques accumulant différentes capacités et augmentant progressivement leur force. À ce stade, les gobelins utilisent des attaques de groupe pour capturer des bêtes plus grosses et gagner collectivement du statut. Avec la capacité de dévoration des petits monstres, la tribu a gagné plein de capacités, montant leur niveau global à 18 et leur puissance totale à 250. Stratégiquement, Linon mène une analyse et conclut que chaque elfe a environ 200 de force. Ainsi, notre protagoniste déclare que la puissance totale de la tribu de gobelins a déjà dépassé celle des elfes au global. Étant prudent parce qu'ils envahissent le territoire ennemi, les nonnes décident d'utiliser le système pour simuler une attaque et analyser les résultats. Après la demande du garçon, la simulation de vie de gobelin est initiée. Notre gars mène l'armée gobelin qui a eu une grosse augmentation de force pour attaquer les elfes. Avec une grande confiance dans le succès de l'attaque à cause de l'excès de confiance de Linton, le groupe de petits monstres tombe dans une embuscade et tous sont piégés dans un collet en se faisant terminer. Notre protagoniste est capturé par la matriarche des elfes et pendu dans la forêt des 1000 merveilles comme avertissement aux autres gobelins. En résumé, le système informe que Linon pensait qu'il avait tout sous contrôle, mais en réalité il était dans la paume des mains de son ennemi. Incrédule, le garçon ne peut pas croire à ce résultat après les infos de la simulation. À ce moment-là, Linon réalise que la tribu de gobelins était surveillée tout le temps et c'est pour ça que les elfes ont pu placer l'embuscade. Stratégiquement, le nouveau chef dit aux soldats que les petits monstres ont une ouïe et un odorat aiguisé et demande à tout le monde de se concentrer pour trouver des indices sur l'espion. Peu après, le garçon est capable de détecter quelque chose de caché dans la forêt en utilisant son pouvoir magique. Notre gars trouve l'espionne derrière un arbre par une belle nuit de lune sans réaliser que sa position a été identifiée. La princesse et ses soldats battent en retraite rapidement avec l'intention d'informer la matriarche d'une attaque possible. Puis plusieurs flèches brillantes volent vers les fugitifs. Étonnamment, une flèche touche la princesse pile dans les fesses. Kasana hurle alors de désespoir, incapable de croire qu'elle a été capturée. Peu après, elle tombe au sol. Notre belle princesse est effrayée de réaliser qu'elle est paralysée par la flèche, tout comme ses soldats, pendant que les gobelins louent Linon pour avoir touché une elfe. Inquiet, notre garçon se demande si le corps de la prisonnière a l'air bizarre à cause du poison. Sarcastique, Linon dit à la princesse qu'il pensait pas que ce serait si facile de les capturer. Heureux que le plan se passe mieux que prévu, notre gars dit à Kasana qu'ils sont arrivés juste au bon moment. Puis le nouveau chef gobelin ordonne que toutes les prisonnières elfes lui soient amenées à la tribu. Au village, un des petits monstres gueule de jeter de l'eau sur l'elfe en annonçant que le patron est arrivé. À ce moment, on voit Kasana complètement débilité. Le nain s'approche de la princesse. Notre gars dit qu'apparemment les fluides corporels des gobelins ont un effet paralysant et excitant spécial sur les femelles, augmentant leurs chances contre les elfes, qui est une société matriarcale. Furieuse et très faible, la princesse demande comment des créatures crasseuses osent la capturer et même prévoir d'attaquer la tribu elfe. Kasana dit à Linon que sans la pitié de la matriarche, tous les gobelins auraient déjà été exterminés par les elfes et s'ils lui font du mal, sa mère ne leur pardonnera pas. Sarcastique et confiant dans son pouvoir, notre gars se moque de la princesse. Puis le réincarné jette Kasana au sol en disant qu'il trouvait ça intéressant qu'elle parle de pitié. Linon dit ensuite à la princesse que les elfes dont elle parle et ceux dont ses subordonnés parlent ont l'air très différents et que ses soldats sont bêtes mais qu'ils maïtonnent pas. À cet instant, le garçon dit à Kasana que sa tribu aurait pu exterminer tous les gobelins dans la forêt, mais il y en a encore beaucoup en vie et il croit que c'est pas dû à la pitié. Confiant dans la victoire, Lennon dit à la princesse qu'elle a pas besoin de dire autre chose parce que ce soir il mènera la tribu gobelin aux elfes pour découvrir la vérité. Notre protagoniste dit aux soldats qu'ils peuvent diviser les 2 prisonniers qui ont été terminés et dévorer leurs capacités. Puis le chef des petits monstres regarde la princesse et dit ce qu'il a l'intention de faire avec elle. N'imaginant pas ce qui était sur le point d'arriver, Kasana devient désespérée en suppliant la pitié, mais elle sera la prochaine à être soumise par le futur dieu gobelin.
Après avoir joué avec la princesse, les stats de Lennon augmentent, lui accordant de nouvelles capacités. De retour à la tribu elfe, il semble que la matriarche est insatiable et ses sujets supplient pour du repos en disant qu'ils ne peuvent plus la satisfaire à cause du tonique qui est épuisé. Puis la reine malicieuse dit qu'ils auraient dû capturer plus de gobelins la dernière fois qu'ils sont allés chasser. À ce moment, les sujets apparaissent épuisés d'avoir dû satisfaire les désirs de la matriarche, pendant qu'elle demande à un autre elfe des nouvelles de Kasana et il l'informe qu'elle n'est pas encore rentrée. Le même soldat demande à la mère de la tribu si elle veut qu'il cherche sa fille et en profite pour terminer quelques gobelins pour augmenter les niveaux des guerriers. Inquiète, la matriarche est d'accord avec son subordonné en disant qu'il prendra quelques soldats pour soutenir Kasana contre la tribu des petits monstres. Puis quelqu'un arrive en disant que la fille de la reine ne rentrera pas, ce qui la laisse terrifiée sans savoir qui c'est. À ce moment, dans l'obscurité, le nain apparaît en tirant des flèches vers la reine. Le soldat de la matriarche est frappé directement au front. Désespérée, la reine arrive à attraper la flèche avant qu'elle ne la touche. Accompagnée de ses fidèles soldats, Lennon dit à la reine qu'il a capturé sa fille et que bientôt Kasana portera ses enfants. Sarcastique, notre gars dit à la matriarche que maintenant ils seront une famille. Courageuse, la reine semble pas vouloir se rendre facilement et décide d'attraper une épée dans une tentative de défendre son peuple. La matriarche demande à Lyntion ce qu'il a fait à sa fille, puis le garçon se moque de la reine encore une fois. Enragée, la matriarche bouge vers le garçon en déclarant qu'elle va le terminer sans effort. Esquivant l'attaque de la reine sans vergogne, Linon l'informe que la tribu elfe est déjà encerclée et que si elle se rend, elle pourrait être bien traitée. Puis la magnifique matriarche elfe est paralysée par le poison des gobelins. Lennon informe la reine que la flèche qui l'a touchée était enduite du fluide des petits monstres qui causent la paralysie chez les elfes en lui conseillant de rester tranquille. À ce moment, la matriarche luxurieuse réalise qu'elle a été capturée facilement. Lennon dit à la reine qu'il l'a entendu parler d'outils d'amélioration et de toniques d'excitation, découvrant que c'était le but des gobelins pour les elfes. Face à la lame de son futur maître, la matriarche croit qu'elle est maintenant devant le nouveau chef de la tribu des petits monstres comme mentionné par Kasana qu'elle avait ignoré. Ensuite, la reine est effrayée par les bruits d'appel à l'aide à l'extérieur de sa maison dans l'arbre et Linon lui dit que le temps pour décider s'écoule. Puis le garçon mène la mère de la tribu à la fenêtre en lui montrant qu'il ne blague pas et dit à la matriarche que c'est le moment pour eux de discuter coopération. À ce moment, la reine est incrédule devant ce qui se passe dehors. Les elfes commencent à hurler en suppliant la mère de la tribu de les sauver en disant qu'ils veulent pas être pris par les gobelins, laissant la matriarche de plus en plus désespérée. Furieuse, la reine demande à Linon ce qu'il a fait à son village et le garçon l'informe qu'à ce moment les petits monstres ne sont plus faibles que les elfes. Notre gars dit à la matriarche que quand sa tribu était forte, il tuait les gobelins et c'est seulement naturel que les petits monstres cherchent vengeance quand ils deviennent plus forts. Puis Linon dit qu'il a besoin de plus de guerriers gobelins forts, c'est pourquoi il a encore besoin des elfes et ce qui leur arrivera après avoir été utilisé dépend seulement de l'attitude de la mère de la tribu. Finalement, la reine sans vergogne se rend en suppliant la pitié, demandant que ses enfants soient épargnés et autorisés à vivre. La matriarche s'agenouille définitivement devant Linon. Notre belle reine accepte de rester et de laisser ses femmes elfes porter les enfants des gobelins, renforçant ainsi la tribu. Maintenant, dans le village des petits monstres, Kasana est dévastée de voir que même sa mère a été capturée par les gobelins alors que la reine s'excuse auprès de sa fille de ne pas avoir cru à la possibilité de leur défaite. À ce moment-là, la matriarche l'informe qu'il ne reste que des femmes et des enfants sans défense pour préserver la lignée elfique. Alors la reine dit que toutes les femmes elfes ont déjà joué avec les gobelins en calmant sa fille. La matriarche dit qu'à partir de ce moment elles ne peuvent survivre qu'au sein de la tribu des petits monstres. Étant raisonnable, Linon informe la reine et sa fille qu'il va s'occuper de tout le monde en fournissant 3 repas par jour, mais si elles ont de mauvaises intentions, elles ne devront pas le blâmer d'être cruelles et de les terminer. Pensant au bien-être de sa tribu, la matriarche répond qu'elle a capté le message. Ensuite, la reine dit à Lon qu'elle a une requête à faire en disant que tous sont ses enfants et en demandant au garçon si elle pourrait s'en occuper. À ce moment, Lu apparaît en galère pour s'occuper de tant d'enfants elfes et gobelins. Linon comprend que la matriarche se comporte comme ça à cause de l'attribut d'amour maternel infini que les elfes possèdent. Elle appelle le chef de tribu en disant qu'elle peut pas gérer tous ces gosses toute seule, alors Linon décide d'accorder la requête de la matriarche et la laisse s'occuper des enfants elfes, sachant que ces bébés apporteraient une force considérable à la tribu dans le futur. Visant à se renforcer, notre garçon utilise le système pour voir le statut. Analysant les statistiques, Linon se demande si sa qualification a déjà été débloquée au plus haut niveau parce que récemment les valeurs qu'il a obtenues ont été converties en attributs. À ce moment, notre garçon conclut que maintenant il a seulement besoin de continuer à faire des enfants pour augmenter directement sa puissance. En regardant sa tribu et en voyant que tout se passe comme prévu, Linon est certain que sa force actuelle est déjà suffisante pour enfin vaincre l'OR. Progressivement, plus de bébés elfes avec des apparences de gobelins sont en train de naître. Cependant, les femmes elfes se sentent dégoûtées après la naissance de leurs enfants en demandant que ces terrifiants petits monstres soient éloignés d'elles.
Notre protagoniste demande à Lua combien de bébés sont nés jusqu'ici et la meuf répond que c'est entre 30 et 40, puis Kassa apparaît désespéré et en grande souffrance, Lyntion semble inquiet parce que la princesse est enceinte de son gosse. Rapidement notre garçon s'approche de la meuf qui hurle de douleur à cause de l'accouchement pendant que la reine essaie d'aider sa fille en suppliant la princesse de pas lâcher l'affaire. Désespérée et craignant pour la vie de son premier-né, la matriarche supplie Lyntion d'aider la fille à accoucher car c'est sa première fois. Avec l'intention d'aider et aussi inquiet pour le bien-être de la princesse et de son enfant, le garçon demande à Lua d'ouvrir les jambes de la princesse. Voyant que le garçon était sur le point d'aider sa fille à arrêter de souffrir, la matriarche lui demande s'il sait vraiment comment accoucher un bébé et il répond qu'il en sait assez. Cependant Kazana, ne croyant pas que Lennon est capable de l'aider, dit qu'elle ne veut pas qu'il la touche. Puis notre protagoniste, irrité par la meuf, lui ordonne de la fermer en disant que les enfants sont à lui pour finalement réussir à accoucher le bébé en les informant que la princesse va bien. Après avoir aidé à la naissance des bébés, Lua félicite Linon d'être incroyable et d'avoir sauvé la vie de Kaza, mais le garçon dit humblement que c'était pas grand-chose. Puis quelque chose attire l'attention du couple alors qu'ils entendent des cris venant d'une autre cage. Lennon trouve les gobelins en frénésie autour d'une elfe qui demandait de l'aide parce qu'elle venait juste d'accoucher. À ce moment, quelque chose d'inattendu se produit. Tenant sa dague et accompagné par la matriarche, Lennon va rapidement à la cage où les gobelins essayaient de prendre l'elfe par la force et leur ordonne d'arrêter. Notre protagoniste dit qu'ils doivent attendre que les femelles récupèrent complètement, sinon ils feront face aux conséquences. À ce moment, le garçon ordonne qu'à partir de maintenant chaque elfe recevra une portion supplémentaire de fruits au-delà de la quantité habituelle. Impressionné par les actions de Linton, la matriarche dit qu'il est vraiment différent des gobelins communs et il répond que mieux ils se comportent, meilleur sera leur traitement. Une fois de plus, notre garçon décide d'utiliser la simulation pour visualiser comment son plan de vengeance se déroulerait après ce moment. Puis il est informé qu'après beaucoup d'efforts, Lennon a conquis la tribu des elfes et a mis en cloque toutes les femmes elfes qui ont donné naissance à des gobelins avec des attributs plus forts. Ensuite, voyant l'augmentation des membres du village, le garçon décide de chercher vengeance contre Loer et les autres et il s'infiltre à Brighton seul et localise le groupe. Après les simulations, le système offre 3 options à notre protagoniste, chacune avec des scores différents évalués après complétion. Linon se demande s'il les a vraiment trouvés et se rappelle que sa force actuelle est presque la même que celle de Loer et qu'il ne peut pas sous-estimer ses compagnons. Croyant que ses attributs actuels lui permettent de vaincre facilement notre garçon décide de tester l'option 1 de la simulation qui est d'agir seul contre les ennemis, puis le système l'informe que Linon trouve enfin Loer et le termine presque, mais à ce moment le maître du capitaine apparaît. Malheureusement, la sainte de l'épée humaine sauve l'odeur et le garçon est terminé par le sauveur de son ennemi, après quoi le groupe retourne à la capitale et n'est plus jamais revu. En résumé, face à la sainte de l'épée, il n'y avait aucune chance de fuite et Lennon réalise qu'il devra être plus prudent à partir de ce moment. À cet instant, le garçon est perplexe devant les informations obtenues de la simulation en essayant de comprendre pourquoi une force aussi puissante apparaîtrait dans un endroit aussi petit. Puis Linon regarde la matriarche et est de plus en plus convaincu qu'il doit se dépêcher avec son renforcement maximum. Notre protagoniste ne voit pas d'autre moyen et décide d'agir. Lennon informe Lua qu'il a besoin d'aller en territoire humain pour quelques jours et qu'elle sera responsable de la tribu, mais la reine est inquiète au cas où le garçon se ferait tuer. Puis le leader dit à la matriarche qu'elle est au courant de sa querelle avec les humains et de manière inattendue, la mère elfe informe le garçon qu'elle pourrait lancer un sort de furtivité sur lui. Satisfait, Lennon dit à la reine que c'est exactement ce qu'il espérait qu'elle dise et il est excité par l'aide spontanée de son allié. Notre garçon dit à la matriarche qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle se soucie de sa sécurité et elle dit qu'elle a seulement peur que s'il meurt, les gobelins se retrouvent sans chef. Pensant au bien-être de son peuple, la reine rappelle à Linon que tous ses enfants sont dans ce village et que s'il revient vivant, tout le monde sera en sécurité. Lua, accompagnée par la matriarche, dit à notre protagoniste qu'elle prendra bien soin de la tribu en son absence pendant que le garçon se dirige vers son objectif. Maintenant à Brighton, les gens marchent calmement alors que des soldats patrouillent la zone, on dirait une équipe de patrouille assurant la sécurité du coin. En étant témoin de tant de soldats gardant la ville, Linon se demande si la sainte de l'épée est déjà arrivée. Cependant, notre garçon se rappelle qu'il a passé la journée entière à rassembler des infos et n'a entendu aucune nouvelle à son sujet. Notre protagoniste trouve toute cette patrouille bizarre. Puis le nain remarque que des gens se dirigent vers le même endroit. Rapidement le garçon y va. Ensuite il trouve des gens regardant le classement des équipes d'aventuriers dans la ville brillante. À ce moment on voit que Loer est au sommet du classement. Linon se demande si le seigneur Loer a progressé en force pour être classé premier parmi les aventuriers. Notre protagoniste voit qu'il a besoin de se dépêcher et de trouver plus d'indices, sinon son plan de vengeance va échouer. En passant devant une taverne, le garçon entend quelqu'un dire que tout le monde peut boire à ses frais et qu'ils boiront jusqu'à plus soif. Puis quelque chose attire l'attention du garçon et il s'arrête en reconnaissant rapidement cette voix. Satisfait d'avoir enfin trouvé sa cible, notre garçon sourit en entrant dans la taverne.
Linon voit les boire comme s'il n'avait aucun souci. À ce moment, un des compagnons de Elle commence à le louer pour l'avoir sauvé avec Freya du singe à 4 bras et la femme souligne à quel point le capitaine est incroyable. Puis un membre de l'équipe Bashi dit au mec que c'est ridicule de se vanter d'un truc aussi petit qu'un petit monstre aussi faible. Furieux, le compagnon de l'odeur ordonne au gars de partir et d'arrêter de dire n'importe quoi. Comme 2 enfants, le membre de Bashi dit à l'homme que même s'il est dans une équipe de héros, il va quand même le défoncer. Impatient, le propriétaire de la taverne dit que récemment les dragons sont entrés en saison des amours et capturent du bétail et s'ils sont aussi forts qu'ils le prétendent, ils devraient arrêter ça. À ce moment, cette info attire l'attention de Lyntion qui buvait discrètement. Puis l'homme renforce que si les dragons maléfiques attaquent Bright City et que la capitale n'envoie pas de renfort à temps, les aventuriers ne pourront pas repousser les attaques de la Horde, ce qui veut dire que tout le monde est sur le point d'affronter les ténèbres. Confiant, les décide de dire qu'il n'y a rien à craindre parce qu'il a personnellement appelé son maître la Sainte de l'épée et ensemble ils uniront leurs forces contre les dragons et les vaincront tous. Les guerriers dans la taverne sont étonnés par les affirmations du capitaine car il a tellement d'influence avec quelqu'un d'aussi puissant. Euphorique avec l'info, les soldats commencent à louer Loer en disant que s'ils réussissent il sera nommé le héros de Bright City, puis le capitaine se lève en disant qu'il offrira des verres à tout le monde présent comme pré-célébration pour l'arrivée de la Sainte et pour l'élimination des dragons. Après avoir entendu toutes ces infos, Linon voit une opportunité de frapper ses ennemis en utilisant l'arrivée des bêtes dans la ville et quitte l'endroit. Loer, voyant le garçon quitter la taverne même après avoir proposé de payer pour tous les verres, demande au garçon s'il ne reste pas boire. Objectif et direct, notre protagoniste répond qu'il ne le fera pas. Linon dit froidement allez qu'il y aura d'autres opportunités dans le futur, puis le capitaine trouve bizarre que quelqu'un refuse des verres gratuits. Bright City est entièrement décorée en attendant l'arrivée de la Sainte de l'épée. À ce moment, on voit les s'approcher de son maître qui médite dans un temple, puis le capitaine informe la Sainte de l'épée que la distance où le dragon maléfique plane se réduit et qu'il attaquera probablement la ville bientôt. Après les déclarations de son maître attrape son arme et commence à se lever, puis la Sainte de l'épée demande à son disciple comment la tâche qu'elle lui a donnée avance. Les répond que les 10 bêtes de chasse au dragon ont été faites selon les plans de son maître et elle lui dit que si quelque chose tourne mal, ce sera sa réputation qui sera en jeu. En quittant le temple, le capitaine et la Sainte sont accueillis par une foule qui est stupéfaite d'être en présence de quelqu'un d'aussi majestueux et puissant. Pensant stratégiquement, le maître dit à Loer que c'est un moment spécial et demande pourquoi tout le monde reste planté là et leur ordonne de se préparer au combat. Puis comme prévu, quelque chose approche de Bright City, une énorme bête volante apparaît tenant déjà un résident dans ses griffes. Alors que tout le monde court désespérément, la Sainte les informe alors que c'est un dragon éclaireur. À ce moment, le maître dit que quand il apparaît, il attire bientôt toute la horde de dragons et ordonne à l'aide de prendre ses compagnons et de la suivre au mur. Peu après, un gobelin s'approche de Linon en l'informant qu'un dragon est arrivé dans la ville. Le petit monstre dit au chef qu'il est allé vérifier et a vu beaucoup de soldats sur le mur en demandant ce qu'il devrait faire. Froid et calculateur, Linon les informe que le moment d'attaquer leurs ennemis est presque là, mais pour l'instant ils vont attendre. Comme un vrai stratège, notre protagoniste, aux côtés de ses nombreux gobelins de haut niveau, dit qu'il est temps de kiffer le spectacle. À ce moment, plusieurs dragons se dirigent directement vers la ville brillante. Cependant, de manière inattendue, un rayon de lumière frappe une des bêtes volantes directement sur l'aile. Loer et Afra sont choqués d'être témoins de ce dont ces armes sont capables, puis la Sainte de l'épée, après avoir touché le dragon et démontré comment utiliser la baliste, demande au soldat s'il comprend comment l'utiliser. Ensuite, tous les soldats se préparent à attaquer les dragons en utilisant les armes fournies par leur maître. Rapidement, les bêtes volantes commencent à tomber une par une, frappées par les balistes. À ce moment, les guerriers commencent à célébrer à quel point ces armes sont efficaces contre les dragons, mais ensuite quelque chose attire l'attention de tout le monde. Quelque chose d'apparemment très puissant approche de la ville brillante et les gens tombent au sol en disant que leurs têtes leur font terriblement mal. Loer et Afra sont terrifiés, sachant apparemment quel monstre arrive. Enfin, on voit la mère dragon dorée et violette pendant que les soldats restent en PLS en déclarant que ces armes ne suffiront pas à la vaincre. Avec ses yeux fixés sur la ville, la bête apparaît furieuse, puis la mère des dragons se prépare à lancer une attaque puissante. Rapidement, l'immense bête relâche un souffle de feu contre le mur. À ce moment, tous les soldats utilisant les balistes tueuses de dragons commencent à courir en disant que la ville va tomber, mais un truc inattendu se produit, un puissant cercle magique apparaît et quelqu'un leur demande de pas paniquer. Puis la Sainte de l'épée intervient en déclarant qu'elle combattra elle-même la mère dragon et ordonne à tous les autres de continuer à défendre la ville. Étonnamment, le maître crée un énorme champ protecteur en utilisant la magie de son épée. À ce moment, on voit que la barrière créée par la Sainte a non seulement protégé la ville de l'attaque de la mère dragon, mais a aussi empêché les autres bêtes d'attaquer le mur. Les nonnes, prudents et attendant le bon moment pour frapper, regardent la bataille depuis le sommet d'une montagne. Notre protagoniste n'est pas surpris que la Sainte ait réussi à défendre la ville de l'attaque de la mère dragon vu ses stats.
Cependant il admire l'immense puissance que la bête massive a démontrée en arrivant et en attaquant la ville. À ce moment Lennon examine les stats impressionnantes de la Sainte de l'Épée et découvre pourquoi elle a pu neutraliser l'attaque de la mère dragon sans trop de difficultés. Puis notre garçon souligne que le maître de l'OR est effectivement très puissante et se sent soulagé qu'il ne sera pas nécessaire de la combattre pour sa vengeance. Linton déclare que la mère dragon est plus faible que la Sainte mais a une endurance supérieure. Notre protagoniste dit que même si le maître a réussi à frapper la bête avec son épée, elle ne pourra pas la vaincre facilement. Voyant que la Sainte est occupée à se battre contre la mère dragon, Lennon se dit que c'est l'opportunité en or qu'il attendait. Déterminé, notre garçon déclare que la chance de finalement se venger de la race humaine est arrivée et ordonne aux gobelins de suivre le plan pour infiltrer la ville. Pendant que la capitale se fait envahir par les dragons, ils n'ont aucune idée qu'un autre danger guette. L'OR dit que ces bêtes volantes sont difficiles à gérer, mais il remercie les enseignements de son maître en déclarant que grâce à son professeur il est maintenant un tueur de dragons. Puis à la surprise de l'OR, un résident arrive en courant frénétiquement en hurlant que les gobelins envahissent la ville. À ce moment on voit l'équipe du capitaine combattre les dragons et l'OR souligne que les petits monstres sont stupides mais il ne croit pas qu'ils soient assez bêtes pour attaquer la capitale. Puis à la surprise du brave l'OR, une autre résidente apparaît en courant avec plusieurs gobelins à ses trousses. Finalement, en voyant les petits monstres, le capitaine se retrouve dans la galère. Agissant comme un vrai héros, l'OR ordonne à ses compagnons de gérer les dragons restants pendant que lui et Afra s'occupent des gobelins. À ce moment on voit un petit monstre fuir en repérant les héros de la capitale venir vers lui. Furieux, l'OR hurle au petit monstre de ne pas s'enfuir. Cependant il semble que les gobelins avaient prévu cette retraite inhabituelle. Puis finalement l'OR et Afra se font capturer par les petits monstres suivant le plan de Linton. Dans une tentative de les libérer, le compagnon du capitaine hurle qu'ils viennent le sauver, mais ils ne peuvent pas approcher à cause du nombre de gobelins qui les entourent. De manière inattendue, le vengeur Linon arrive inaperçu au milieu de la bataille. L'OR essaie de les prévenir du danger approchant par derrière, mais avant que les guerriers puissent se défendre, Linton les termine rapidement avec sa dague super tranchante. À ce moment l'OR et la Sainte Vierge restent dans le désespoir en étant témoins d'un gobelin vaincre leur compagnon avec une telle agilité. Sarcastiquement, notre garçon s'approche des deux prisonniers en se moquant d'eux, disant qu'il n'arrivait pas à croire qu'ils ont été capturés si facilement. Brave et furieux de voir ses guerriers se faire vaincre, l'OR hurle qu'il va finir tous ces gobelins crasseux. Cependant Lennon donne un coup de pied au capitaine en lui disant de mieux regarder autour de lui et d'arrêter de raconter n'importe quoi. Puis notre garçon ordonne aux petits monstres d'emmener l'OR et Epa par les égouts et hors de la ville pendant que le reste les suit au mur pour détruire les arbalétriers. Au milieu d'une bataille contre la mère dragon, la Sainte de l'Épée entend des cris à l'aide venant de la capitale et n'arrive pas à croire que les gobelins attaquent à ce moment-là. Ensuite cette bête immense et sombre se moque du maître de l'OR en disant qu'ils sont dans la mouise. À ce moment la mère dragon et la Sainte de l'Épée sont engagées dans une bataille épuisante. Démontrant sa puissance et se moquant de la reine des bêtes, le maître de l'OR demande si elle a des difficultés et l'attaque férocement en la mettant en danger. Dominant la bataille, la Sainte dit que la mère dragon est pratiquement vaincue et se demande si les guerriers ont déjà géré les dragons et les gobelins. Puis une explosion massive se produit au mur. Tout ce chaos dans la ville attire l'attention de la Sainte et la mère dragon, qui est sur le point d'être vaincue, se dit que les petits monstres sont arrivés au bon moment. Remarquant que la sauveuse de la ville brillante est distraite, la reine des dragons fuit rapidement. Alors qu'elle s'échappe, la mère des bêtes dit à la Sainte que quand elle récupérera, elle ne lui pardonnera pas, laissant la puissante guerrière furieuse d'avoir permis à cette bête énorme de s'échapper. Remplie de colère de ne pas avoir pu finir la reine dragon, la sauveuse de la ville brillante dit que tôt ou tard elle ira sur l'île des dragons et les éliminera tous. Après que tout le chaos dans la ville touche à sa fin, la Sainte retourne au sol, irritée de voir que l'OR et son groupe n'ont même pas été capables d'éliminer de simples gobelins. Puis un des guerriers informe la sauveuse de la ville que le capitaine et Afra ont été capturés par les petits monstres. Ensuite la Sainte de l'Épée est incrédule après avoir entendu l'info. Le guerrier dit à sa sauveuse que ces gobelins n'étaient pas normaux. À ce moment un membre du groupe du capitaine dit à la Sainte que les petits monstres étaient aussi forts que les grandes races et que même l'OR n'a pas pu les vaincre. Furieuse et pensant à secourir ses guerriers, la sauveuse de la ville déclare qu'elle ira dans la forêt enchantée pour exterminer tous les gobelins. Cependant un résident local attrape le bras de la Sainte en la suppliant de rester dans la ville parce que si les dragons ou les petits monstres reviennent attaquer, ils seront finis. Puis tout le monde commence à supplier la sauveuse de rester en disant qu'ils sont citoyens du temple et de l'Empire et doivent aussi être protégés par elle. À ce moment la Sainte de l'Épée est d'accord avec les résidents qu'elle doit les protéger et en comparaison à un membre du groupe de héros, c'est sa vraie responsabilité. De retour au village gobelin, tout le monde commence à célébrer en voyant que le chef de la tribu est revenu. Les petits monstres de la tribu sont étonnés de voir que Linon est revenu avec des prisonniers humains. Sans pitié, la Sainte Vierge est jetée au sol. À ce moment un des soldats de Linton ordonne aux prisonniers de ne pas causer d'embrouille. L'OR est surpris de voir que les gobelins avaient capturé plusieurs elfes.
Pendant ce temps Afra commente qu'elle croit qu'il y a un héros dans cette tribu. Loer demande à sa compagne si elle a déjà récupéré et la fille répond que le poison dans son corps est fort mais sa constitution sacrée sera bientôt complète. En entendant Afra parler de ses pouvoirs, Linon s'approche furtivement en se moquant de la fille disant qu'il n'imaginait pas qu'elle pourrait récupérer si vite. À ce moment la fille entre dans un état de désespoir en demandant à notre garçon comment il connaît son nom et quelles sont ses intentions en les capturant. Avec un regard sombre, Lennon s'approche de la Sainte Vierge avec une haine profonde dans son cœur. Notre protagoniste plante ses griffes dans la cuisse de la fille, ensuite Afra hurle désespérément de douleur pendant que Loer regarde impuissant. Puis le capitaine hurle à Linon d'arrêter de torturer sa compagne mais en hurlant sur le chef de la tribu Gobelin, le brave Loer est frappé par un petit monstre. Furieux contre Linon, le capitaine lui demande s'il est conscient des conséquences de les avoir capturés en avertissant que la Sainte de l'épée les trouvera et les exterminera. Confiant, notre garçon dit que le maître de Loer deviendra aussi sa proie et qu'il attend juste le bon moment, même si elle essaie de les trouver elle n'y arrivera jamais. Continuant avec ses plans, Linton informe le gobelin Quan qu'il sera responsable de tout le monde de la seconde génération et leur ordonne d'aller dans la forêt chasser quelques monstres. Certain qu'il serait chassé par les humains, notre garçon décide de hâter son évolution et de mener un interrogatoire avec Loer. En pressant son pied sur son torse, Linon demande au capitaine s'il aime capturer des gobelins et les torturer en secret comme ils l'ont fait pour lui dans une autre vie. Loer semble alors ne pas savoir de quoi le garçon parle, mais Linon s'énerve et dit que le capitaine répond trop lentement et décide de passer à l'action. Avec une grande haine dans son cœur, notre garçon coupe l'oreille de son ennemi et Loer le maudit en disant que ça fait super mal. Consumé par la rage, le capitaine dit à Lintion que tout ce qu'ils font est pour protéger la race humaine et que leur devoir est d'exterminer les gobelins qui sont des créatures maudites. Sarcastiquement, le garçon se moque des déclarations de Loer en disant qu'il chasse probablement les petits monstres pour augmenter les stats du groupe de héros, démontrant qu'il les connaît bien. Linton dit que finir les prisonniers avec les monstres est plus facile que de les sauver et il demande combien d'humains sont déjà morts à cause de cette soi-disant justice. À ce moment, Loer semble vraiment surpris par les accusations du garçon. Afra, déjà très affaibli, est aussi incrédule en se demandant comment un simple gobelin en sait autant sur ce qu'ils font. Complètement consumé par la haine, Lennon dit à tous les deux qu'à la différence d'eux, il n'a pas besoin de faire semblant et parce qu'il est une créature maléfique, il va donner une leçon à ses ennemis. Pratiquement impuissante, Afra supplie Loer de la sauver. À ce moment, la fille commence à implorer la pitié. Loer tombe dans le désespoir en regardant sa compagne se faire torturer. Puis Linon dit à la Sainte Vierge qu'à cet instant il va lui retourner ses propres mots et que la leçon ne fait que commencer. Il lui dit qu'elle a intérêt à bien s'accrocher. Notre protagoniste attrape alors la prisonnière par le cou et dit qu'il veut que son capitaine regarde ce qui va lui être fait. Sombrement, Linon remet Ara au gobelin et dit qu'il veut voir combien elle peut endurer après avoir été torturée par eux tous. À ce moment, Loer est en plein bug, réalisant qu'il sera forcé de regarder sa compagne être torturée sans pouvoir l'aider. Puis tous les petits monstres commencent à s'approcher de la Sainte Vierge comme le chef l'avait ordonné. Ensuite, un gobelin arrive en disant à un autre que c'est maintenant son tour de garder la prisonnière. Le petit monstre qui avait été le gardien l'informe que Linon a ordonné qu'elle soit gardée en vie. À ce moment, on voit à quel point Afra est devenue affaiblie après toute la torture et le garde dit qu'elle va encore bien. Comme ordonné, Loer demande à sa compagne de tenir bon et la fille très faible dit au capitaine qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'elle ne souffre pas. Puis la prisonnière est réprimandée par le garde qui dit qu'elle n'a pas le droit de parler en appuyant sa tête vers le bas avec son pied. Pendant ce temps, alors que la reine des elfes s'occupe de son bébé, elle demande à sa fille si Linon garde vraiment une rancune contre les humains et la fille souligne qu'ils sont effectivement dans la mouise. En entendant les doutes de la mère elfe, Lua arrive en l'informant que le garçon avait déjà mentionné qu'il se vengerait des humains et pour cette raison il garde probablement la rancune. Fasciné par Lennon, la reine des elfes souligne à quel point il est déterminé et qu'il ne laisse jamais une offense sans réponse, c'est pourquoi il est le gobelin le plus spécial qu'elle ait jamais vu. Enchantée par Linon, la reine elfe souligne à quel point il est déterminé et qu'il ne laisse jamais une offense sans réponse, ce qui fait de lui le gobelin le plus spécial qu'elle ait jamais vu. L'elfe rougit et pense que même à cet égard il est puissant et ça lui faisait un effet bizarre comme si elle voulait être conquise par lui encore plus. Pendant ce temps, dans un autre endroit, un gobelin parle au MC en l'informant que les elfes de la seconde génération qui sont allés chasser sont revenus. Ils étaient revenus plus tôt que prévu et portaient de multiples proies sur leur dos. Le gobelin frénétique informe le chef qu'ils sont de retour. Le mec est niveau 33 et a déjà un attribut si développé qu'ils égalent presque ceux du MC. Il est impressionné. Le MC demande pourquoi ils sont rentrés si tôt. Est-ce que la chasse a été si fructueuse? Il dit qu'ils ont tué tous les monstres du coin et ne pouvaient aller qu'à l'ouest dans la forêt, mais ils sont tombés sur des gobelins en train de massacrer d'autres tribus. Le MC a demandé quelle tribu à l'ouest se faisait massacrer par les plus gros gobelins. Un autre gobelin balance que c'était la tribu Bloodfang. Quand ils ont divisé les équipes pour trouver des monstres, ils ont fini par trouver plusieurs tribus avec leurs marques. Le MC trouve ça intéressant que ce soit tous de gros gobelins.
capturer leur chef serait excellent pour le plan de résistance contre les humains. Le capitaine capturé commence à se marrer en les traitant d'imbéciles. Est-ce qu'ils osaient encore rêver? Ils se feraient plier rapidement par les chevaliers. Le MC se tourne et lâche que s'il n'avait pas ouvert sa bouche, il ne se serait même pas souvenu de l'existence des humains. C'est le genre de mépris cosmique. Les gobelins se sont approchés du capitaine, mais le MC dit qu'il y avait encore un autre humain là. Le capitaine demande désespérément ce qu'il prévoyait. Un gobelin attrape le visage de l'humain par la bouche en disant qu'enfin c'était son tour et que la peau humaine était trop douce, rendant le capitaine désespéré. Evia est silencieuse, forcée de regarder toute la scène. Quelques heures plus tard, le capitaine est éclaté au sol, allongé face contre terre, pratiquement inconscient. La nuit tombe et un gobelin demande à Lennon s'ils vont attaquer la tribu des gros gobelins, à quoi il confirme que oui et qu'ils vont capturer leur chef. Il avait même un nouveau nom pour la tribu Sky Mad. Les gobelins commencent à gueuler et à célébrer en le traitant de puissant. La tribu a maintenant un nom et ils commencent à le scander sans cesse. Une elfe dit qu'ils doivent être très forts puisqu'ils ont vaincu tant de tribus, mais le protagoniste dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il a confiance, il a encore un atout dans sa manche qu'il n'a pas encore utilisé. Et avec cette déclaration on voit Evia attachée et presque entièrement à poil. Le lendemain on voit le protagoniste observer de quelque part avec une vue imprenable. Il pouvait tout voir parfaitement, c'était le moment de voir leur puissance. Il visait la tribu Bloodfang dans la forêt enchantée. Il y avait effectivement beaucoup de gros gobelins, mais il pensait que c'était possible de gérer tout ça. Il voit le chef approcher et remarque que les gobelins ont l'air très effrayés. En fait, c'était impressionnant, le chef de la tribu Bloodfang était en fait un héros gobelin. Le MC remarque qu'il n'a pas l'air si puissant avec une puissance de combat de 900, une douzaine de gobelins suffirait pour lui, mais le capturer vivant serait une galère. Le poison paralysant ne serait pas aussi efficace sur un gars aussi grand que lui, donc il faudrait penser à une autre solution. Il spécule que s'il pouvait utiliser la magie d'emprisonnement qu'Evia a utilisée sur lui, sur ce gars, alors il décide d'aller la voir de retour à la tribu Sky Mad. Un gobelin s'approche de Linon et dit qu'il a fait comme ordonné. L'humain était presque fini et le MC félicite le gobelin pour le bon boulot. La fille supplie d'être libérée de la vue parce qu'elle se rachèterait devant le seigneur. Le MC essuie ses blessures avec un tissu chaud et elle demande qu'il est sans regarder en arrière. Quand elle se tourne et voit le protagoniste, elle commence à hurler pour qu'il n'approche pas. Tremblante, elle crie qu'elle devenait folle, qu'il était un démon. Elle ressentait tellement de douleur. Le MC la gifle, l'attrape par le dos et lui fait un câlin en disant que la punition était finie. Elle pleure en demandant si c'était vrai. Il se retire du câlin en disant qu'il tient sa parole, mais elle devait choisir sa croyance. Elle demande quelle croyance et il répond que c'était choisir entre croire en Dieu ou croire en lui, devenir son animal de compagnie et échapper à la douleur sans fin. Il dit ça en caressant le haut de sa tête et elle tremble. Evia avait déjà pris sa décision car l'instant d'après elle prend une grande inspiration et commence à lécher les doigts du protagoniste et il dit très bien Evia en caressant son visage. Lennon dit qu'à partir de maintenant il sera son seul maître et elle sera appelée son petit animal. Evia est à quatre pattes en aboyant et en appelant le MC son maître. Il la ramasse et l'emmène dans une source chaude, il enlève ses vêtements et la lave. Le plaisir du bain lui fait dire qu'elle fera tout pour lui parce qu'il est gentil avec elle. Il dit que c'est parfait en continuant de la laver. Puis le protagoniste dit qu'il veut voir Evia utiliser la capacité de prison de lumière sacrée et elle demande ce que c'est. Il lui montre un livre après le bain et elle demande si la prison sacrée est ce qu'il y a dedans. Evia se concentre, commence à prier, son corps lévite légèrement alors qu'elle commence à canaliser le pouvoir et puis une prison gigantesque apparaît devant elle. Le MC est impressionné par le pouvoir d'Aya. Il marche à travers la prison de la tribu, le capitaine sent leur présence alors qu'il est emprisonné et commence à hurler pour qu'Evia attaque le MC et soigne son corps dès que possible. Le MC dit qu'elle s'est rendue à lui volontairement et le capitaine n'y croit pas. Elle était la fille du chef de l'église sainte et ne céderait pas si facilement. Le MC lui ordonne de s'agenouiller et dit qu'elle fait tout ça de son plein gré et elle obéit immédiatement en s'agenouillant et en lui souriant. Le capitaine devient désespéré en voyant cette scène, il s'appuie contre les barreaux en grimaçant et bavant de rage en disant que ses actions feront disparaître la race gobelin du monde. Le seul but de l'existence de la race gobelin était d'être exterminée par les humains, l'église sainte les éliminerait tous. Linon ne s'attendait pas à ce que ce soit l'identité d'Evia, alors il remercie le capitaine pour cette info et ordonne aux gobelins de lui donner plein d'ennuis. Il appelle Evia pour partir, maintenant il était temps de s'occuper d'autres affaires. Ils partent et le MC dit qu'ils vont prendre le contrôle de la tribu Bloodfang. Déjà à l'endroit où la tribu se cache, un gobelin parle au chef rapportant que tout est prêt. Tremblant de peur devant le leader, le chef se lève en disant qu'ils attaqueront la tribu au sud, ils captureront tous les elfes et s'amuseront avec eux. Et les gobelins commencent à s'exciter en criant sur la puissance de leur chef. Quelqu'un hurle pour le chef en disant qu'un gobelin a envahi la tribu et le cherche. Le chef se tourne en demandant d'où vient ce gobelin inférieur. Le MC s'approche en disant qu'il est un gobelin Bloodfang de niveau héroïque avec une intelligence similaire aux humains et qu'il est là pour lui parler.
Certains gobelins demandent si c'est une sorte de mutant mais il dit non, il est juste un peu plus intelligent que les gobelins normaux mais c'est pas le moment de taper la discute, il est le chef de la tribu Skymad et emmène leur chef avec lui. Pour les autres gobelins il n'y avait que deux options, se soumettre à lui ou mourir là. Le chef demande si le MC est le chef de la tribu qui élève des elfes, le MC dit que ses gènes sont bons et l'invite à venir, le héros gobelin le traite d'idiot et en hurlant pour qu'il la ferme attrape la tête entière du protagoniste avec une main, il soulève le protagoniste par la tête en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne à lui. Quand il en aura fini avec le MC, tout le monde dans la tribu sera à lui. Les gobelins commencent à scander pour que le chef écrase le MC mais le MC imperturbable dit que la conversation est inutile, s'il ne voulait pas capturer le chef de la tribu Bloodfong vivant il l'aurait déjà terminé, le protagoniste coupe la main du gobelin avec une frappe en salto et il crie de désespoir. Le chef tombe au sol en tenant son bras et en ordonnant à ses suiveurs de détruire le protagoniste. Les gobelins chargent le protagoniste pour venger leur chef et Linon claque des doigts en leur ordonnant de partir maintenant, un couteau transperce la poitrine d'un gobelin Bloodfong. Les gobelins de la tribu Skymad commencent à apparaître de leur capacité d'invisibilité et l'ennemi demande comment c'est possible sans faire aucun bruit. Le serviteur du MC dit que c'est dû à la compétence pas silencieux et hurle de détruire tous les gobelins Bloodfong car c'était un ordre du chef. Les ennemis deviennent désespérés, plusieurs gobelins guerriers étaient apparus et tout le monde là-bas était tombé dans le piège du MC, il avait utilisé les négociations pour les rendre vulnérables en attirant toute l'attention sur lui. Les gobelins ne faisaient pas le poids contre le chef donc ils pouvaient s'échapper sans problème mais même en s'échappant il hurle qu'il doit tuer le MC d'abord puis charge en avant pour le frapper. Le MC se tient les bras croisés et dit simplement le nom d'Evia. Elle commence alors à lancer la prison de lumière sacrée, une cage radiante apparaît emprisonnant le héros gobelin le laissant confus sur ce qui s'était passé, c'était un sort de lumière et les gobelins ne pouvaient pas utiliser la magie de lumière. Enragé il est témoin d'une scène qui le choque, Evia est au pied du MC en l'appelant maître. Il la félicite en disant qu'elle était une bonne fille et qu'elle était devenue encore plus forte après avoir rejoint son camp. Elle commence à le remercier pour les compliments, un peu de temps passe et on voit le héros gobelin enchaîné avec la magie de lumière traitant le MC de scélérat pendant que Linon lui dit d'être un bon reproducteur. De retour à la tribu le chef gobelin était enchaîné à un rocher et le MC dit que le dompté a pris pas mal d'efforts, en nettoyant son couteau il dit qu'il a fini et maintenant le gobelin ne pose aucune menace. Le capitaine est impressionné par la capture d'un héros gobelin et se demande comment il a réussi un tel exploit. Linon parle avec Lua et lui dit de laisser les autres gobelins gérer la tâche d'insémination artificielle, elle devrait juste superviser et elle est d'accord, il remet Evia à Lua en disant qu'elle est maintenant sous sa garde et Lua est d'accord, il dit à la reine des elfes de l'aider à se préparer parce qu'il va rencontrer une amie. Elle confirme si c'est vraiment une amie et il dit oui, c'est une amie très importante, à en juger par l'arrogance de l'OR les forces humaines arriveraient bientôt et il pourrait ne pas être capable de les affronter donc il était temps de rendre visite à la mer Dragon. L'île du Dragon était à au moins 100 km de là et le moyen le plus rapide d'atteindre l'île du Dragon était d'attirer un dragon là-bas. Le MC avait laissé plusieurs bœufs morts sur le rivage pour attirer un dragon, il apparaîtrait bientôt avec toute cette odeur de sang, il était caché à l'intérieur d'un des bœufs tout comme Luke Skywalker s'abritant du froid sur Haute. Le dragon attrape le bœuf avec ses griffes et décolle en direction de l'île du Dragon. Le dragon voyageait à pleine vitesse, puis il jette le bœuf qu'il a capturé dans une fosse, les bœufs touchent le sol et j'ai aucune idée de comment le MC n'a pas fini en steak haché avec cette chute mais il émerge des carcasses et réalise que les dragons ne chassent pas juste pour eux-mêmes mais maintenant il a seulement besoin de trouver la mère dragon. Puis quelque chose s'approche de lui par derrière en disant qu'il y avait un truc bizarre mélangé à la nourriture surprenant le protagoniste. Le dragon violet dit qu'il reconnaît le MC, il était le chef gobelin qui avait attaqué la tribu de la lumière l'autre jour. Pourquoi il se faufilait sur son territoire? Est-ce qu'il pensait que le dragon ne le dévorerait pas? Le MC lui demande d'attendre parce qu'il veut proposer un marché, le dragon trouve ça intéressant qu'il y ait un petit gobelin lui offrant un marché et elle commence à se transformer en sa forme humaine. La femme dragon dit que si c'est quelque chose de plaisant elle pourrait décider de ne pas dévorer le MC. Il lui dit qu'elle veut aussi se venger de la Sainte de l'Épée alors il propose une alliance entre eux comme remboursement pour l'avoir libéré l'autre jour. Le dragon est stupéfait qu'un être aussi inférieur que lui ose défier la Sainte de l'Épée, ça la rendait assez curieuse, elle faisait presque 2 fois la taille du MC, se tient à côté de lui et demande comment il prévoit de vaincre cette femme. Il répond que c'était simple, ils ont juste besoin d'envoyer ces dragons pour déranger occasionnellement le village de la lumière, puis elle demande à propos d'eux ce qu'ils feraient, ce qu'une bande de petits gobelins pourrait faire pour défier cette folle. Quel était son plan? Elle place son doigt sous le menton du protagoniste et dit qu'affronter la Sainte de l'Épée de front ne marcherait pas. Il répond ensuite qu'ils ont besoin d'attaquer son esprit, détruire son mental était le meilleur moyen de la vaincre. La mère dragon rit et dit qu'elle comprend, utiliser les gobelins pour détruire sans perdre aucun de ses soldats semblait trop parfait.
Le protagoniste demande alors s'ils ont un marché et elle dit oui, mais elle ne s'attendait pas à trouver un gobelin aussi malin que lui. Plus elle le regardait, plus elle l'aimait, et en se léchant les lèvres, elle a demandé si elle devait lui donner une petite récompense. Le MC était stupéfait par ça et a réalisé qu'apparemment les dragons femelles étaient en saison des amours. La mère dragon a remarqué que le corps du MC était trop petit pour elle. Vu que c'était le cas, elle a décidé de lui donner une autre récompense d'abord, puis en regardant sa tête, elle s'est demandé laquelle elle devrait choisir. De retour à la tribu Mad Sky, Loer était crucifié au milieu de la tribu pendant que des gobelins se tenaient près de lui lourdement armés. Ça faisait si longtemps qu'il était là et les gardes n'étaient pas venus le sauver. S'il ne s'échappait pas bientôt, il allait complètement perdre la boule, mais il ne savait pas comment s'échapper. Il se rappelait que les gobelins n'étaient pas très grands. S'ils pouvaient atteindre un point plus haut, ce serait génial, mais il a vu un truc qui l'a terrifié. C'était un dragon volant. Il a hurlé aux gobelins de le libérer vite fait parce qu'il voulait pas finir cramé par le souffle du dragon. Les gobelins étaient aussi effrayés par le dragon et une elfe a demandé comment il était arrivé là, mais un autre a dit qu'il y avait quelqu'un sur le dos du dragon. Le dragon a atterri devant tous les gobelins et dessus c'était nul autre que le protagoniste. Il est descendu, a enlevé sa capuche et a dit qu'il était de retour et les gobelins étaient impressionnés par son retour. Il a dit au dragon de se reposer juste là et de pas bouger et les gobelins ont crié que l'intion était incroyablement incroyable en célébrant avec une grande joie. Loer était en mode bug complet, se demandant s'il était vraiment un gobelin, puis a prié pour que l'ordre des chevaliers vienne le sauver bientôt. Dans la cité de la lumière, plusieurs chevaliers s'approchaient du centre-ville. Ils se sont inclinés devant la sainte de l'épée, mais elle a dit que le temps pressait. Ils ne devaient pas penser aux formalités, c'était le moment d'organiser un plan de sauvetage aussi vite que possible. Le système l'a notifié qu'il entrait dans une nouvelle trame narrative et avait 3 options à choisir: continuer à tuer des monstres, créer plus de gobelins ou avancer d'un mois. Le MC a réalisé que la 3e option voulait dire que la sainte de l'épée ne l'attaquerait pas pendant cette période, donc il l'a choisi, il gagnerait 20 points pour ça. Le système a commencé l'accélération temporelle et l'a informé que la forêt corrompue où il était ne générait plus de points d'expérience pour lui. Il a reçu 20 points et la récompense était de 20 fois son score de vie. Un mois était passé, le protagoniste s'est réveillé et le système l'a informé que le passage du temps était terminé. Il est sorti du lit et a trouvé la sensation du temps qui passe super bizarre. Le système l'a félicité pour avoir atteint le niveau 50 avec un score total de 1000. Ses stats avaient augmenté de manière significative mais pas sa force globale. Lua est entré dans sa chambre en hurlant pour l'informer que tous les gobelins nouveau-nés n'avaient pas survécu. Ça a laissé le MC en détresse. Il a couru dehors avec la femme gobelin et les elfes tenaient les bébés qui étaient déjà passés de l'autre côté. Elle pleurait sur les corps des bébés. Le protagoniste a demandé comment c'était arrivé. Il a demandé à une elfe si un truc s'était passé et elle a dit qu'elle savait pas ce qui avait merdé. Seulement 3 nouveau-nés avaient survécu et ils étaient très faibles. Loer a commencé à se marrer en traitant les gobelins d'imbéciles sans cerveau pour avoir cru qu'ils pouvaient élever une génération puissante. Le protagoniste a remarqué qu'il semblait connaître la raison de la perte des nouveau-nés. Loer a dit que plus le niveau des gobelins était élevé, plus c'était dur pour la progéniture de survivre. Il ne pouvait pas diriger le monde juste avec des capacités de reproduction. Le MC a remercié Loer encore une fois pour l'info précieuse même si elle était arrivée trop tard. Il s'est détourné et a dit aux gobelins que Loer était tout à eux mais qu'ils ne devraient pas le terminer trop vite. Les gobelins l'ont remercié pour ça. Loer a hurlé qu'il était trop cruel, qu'il deviendrait un esprit vengeur et ne lui pardonnerait jamais. Le MC a pensé que c'était trop tard pour créer une nouvelle génération de héros, mais ils avaient besoin de ça pour se battre contre la sainte de l'épée. Sans eux ce serait galère. Il a commencé à se demander comment il pouvait faire évoluer les gobelins rapidement. Juste à ce moment, le dragon a atterri derrière lui, il s'est approché du MC comme un chat et a commencé à utiliser sa tête pour faire des câlins au protagoniste et il s'est demandé ce qui se passait avec elle. Le dragon entrait dans un état de transformation pendant ses chaleurs. Cette situation était très spéciale pour lui et elle a fini de se transformer, donc c'était ça la situation spéciale, le cadeau que la mère dragon avait laissé pour lui. La dragonne commence à avancer sur le MC en le rendant nerveux, elle lui saute dessus en jetant l'intion au sol et avec un regard passionné s'assoit sur ses genoux en se léchant les lèvres. Le système l'alerte qu'il a débloqué un nouveau succès et cette fois ses stats ont augmenté considérablement. Le protagoniste récupère de la session intense qu'il a reçue du dragon. Elle était juste une mais elle était féroce et assoiffée, donc c'était ça le pouvoir des dragons. Il était pratiquement devenu un type de héros, il pouvait grandir juste en buvant son sang mais elle voulait faire plus avec lui. Elle apparaît derrière lui encore plus féroce en disant qu'elle n'en avait pas fini avec lui. Il hurle en désespoir en lui disant qu'elle avait des tâches à finir avant de revenir vers lui. Elle devait donner son sang aux gobelins et ensuite pourrait revenir. Elle charge férocement vers les gobelins qui deviennent confus et désespérés, on aurait dit qu'elle était sur le point de les déchiqueter en morceaux. La nuit tombe et les gobelins sont rassemblés autour d'un feu de camp. Après avoir bu le sang du dragon, ils avaient évolué de manière significative mais ils pouvaient encore grandir davantage. Le protagoniste est sur le côté assis près des pattes du dragon pendant qu'elle dort. Il regarde ses mains impressionné par le pouvoir du dragon.
Non seulement lui mais tous les autres gobelins avaient évolué en êtres de classe héros, cependant leur puissance totale était encore légèrement en dessous de ses attentes. C'était le moment d'acquérir de l'équipement, il demande au système d'ouvrir la boutique. En parcourant les objets de la boutique, il pense qu'en tant que chef de tribu héros il aurait besoin de force pour maintenir son autorité. Le système montre qu'il a 180 points à dépenser, ce qui est assez pour qu'il obtienne de l'équipement avancé et pratique. Il repère une arbalète élémentaire qui absorbe les éléments et peut tirer des flèches élémentaires. C'était petit et idéal pour les attaques à longue distance. Une compétence appelée défense à main nue lui permettant de parer 3 attaques d'armes en étant désarmé coûtait 80 points à acquérir. Cette compétence était très puissante et pourrait lui sauver la vie dans une confrontation avec la Sainte de l'épée. Il décide d'acheter les deux. Le système confirme que l'échange a réussi et l'objet et la compétence sont maintenant dans son inventaire. Le MC commence à se demander à voix haute comment ses armes vont marcher au combat. Il a hâte de les tester sur quelqu'un, puis il repère Loer et l'appelle. Loer a l'air désespéré, sentant déjà de quoi il s'agit. Le protagoniste dit qu'il est le candidat parfait. Loer demande ce qu'il va faire maintenant et ainsi il devient le premier à expérimenter à quel point Elmon de l'espèce héros est devenu puissant. Quelqu'un dans la forêt enchantée appelle à l'aide, c'est un humain qui appelle pendant qu'un autre compagnon dit que les créatures insignifiantes ne l'intéressent pas, elle préférerait être avec la Sainte de l'épée à chasser des dragons. Une troisième personne commente que la mère dragon est un gros problème et cette tâche était facile. Il finit en disant qu'il ne devrait pas gâcher l'opportunité que Loer leur a donnée de gagner de la gloire. La sorcière remarque quelque chose qui se passe devant et alerte les autres qui se préparent au combat. Une araignée géante apparaît devant eux et le combat commence. Même si la petite sorcière a peur des araignées, l'archer place un tir précis dans la tête du monstre et remarque que c'était juste un insecte de niveau 3, rien de quoi en faire un plat. Le guerrier leur dit d'attendre parce que quelque chose d'autre arrive. C'était un gobelin géant et il appartenait à l'espèce héros avançant sur les 3 aventuriers. Il commente qu'il semblait être le chef, c'était plutôt facile de le trouver. Il se prépare au combat célébrant déjà une victoire anticipée, confiant que le crédit de la mission serait entièrement le leur. Le guerrier instruit tout le monde de commencer l'attaque sur le gobelin et de le couvrir. Alors que le monstre lâche un cri de guerre, un des chevaliers demande au capitaine d'attendre un moment. Il demande de prendre celui-là lui-même car il avait déjà vaincu plusieurs gobelins en chemin et ce serait son premier gobelin d'espèce héros. Le capitaine est d'accord en lui disant de le finir vite. Le chevalier demande alors au capitaine de regarder ce qu'il est sur le point de faire. Il prépare sa lance et dit qu'il vaincra le gobelin d'un seul coup en utilisant sa compétence de combat lance-tempête. Il lance son arme sur la poitrine du gobelin géant. Il hurle aux gobelins de mourir mais ils sont immédiatement surpris après. Le gobelin avait tenu la lance sans aucune difficulté et regardait de manière menaçante les 2 aventuriers. Comment c'était possible? Le gobelin se préparait à renvoyer l'arme et le capitaine a hurlé d'activer le bouclier vite. La lance a frappé pile au centre du bouclier causant une explosion massive sur place. Le bouclier a été percé au milieu et les aventuriers étaient stupéfaits par ça. Il avait presque réussi à briser le bouclier par la force pure. S'il était un type physique alors c'était mieux d'attaquer à distance, donc l'archer a préparé son attaque. C'était juste un tir, ses flèches ne manqueraient pas, c'est ce qu'elle pensait jusqu'à ce qu'une main transperce son estomac. Elle a regardé en arrière en désespoir et un autre gobelin riait derrière elle. C'était un gobelin assassin, l'archer gisait au sol après le coup. L'épéiste a hurlé pour qu'il garde la formation et encercle l'archer au centre aussi vite que possible. La sorcière a crié au capitaine de regarder dans sa direction et il s'est retourné pour voir ce que c'était. Plusieurs gobelins de différentes tailles et classes approchaient du groupe. La scène a changé et quelqu'un appelait à l'aide dans la forêt encore, mais cette fois c'était le groupe demandant vraiment de l'aide, pas juste un appât pour attirer les monstres. Les gobelins célébraient leur victoire et les humains étaient maintenant à eux. Un des gobelins a dit que la sorcière était à lui. Il allait faire quelque chose mais a été interrompu par un autre qui a dit que le butin appartenait à la tribu. Le chef avait dit que les humains devaient être capturés mais un s'était échappé et ils ne méritaient rien. Le gobelin à 4 bras a hurlé qu'ils avaient déjà tué tellement d'humains, ils étaient assez forts pour décider quoi faire du butin. Les gobelins là-bas ont commencé à se rebeller en disant qu'ils étaient les plus forts et que la tribu devrait suivre ce qu'ils disaient. Un d'eux a dit que le grand frère était le plus fort là donc il le suivrait. Il a regardé son reflet dans l'épée et a décidé d'emmener le butin à la tribu d'abord. De retour à la tribu, tout le monde a été informé que les héros étaient revenus, ils avaient capturé plusieurs humains, ils étaient vraiment incroyables. Le chef du groupe s'appelait Gohan, le protagoniste était assis et une des elfes, l'air très nerveuse à côté de lui, a demandé s'il pouvait encore les contrôler mais il n'a pas répondu. Le gobelin à 4 bras a soulevé le capitaine humain en disant qu'il était à lui et qu'il allait le manger. Lennon s'est approché de lui en lui demandant de lâcher l'humain qu'il tenait parce qu'il avait des infos qu'il voulait. Le gobelin a regardé vers le bas en méprisant les yeux du protagoniste et a fait un sourire moche en disant que s'il voulait l'humain il devrait l'échanger contre une de ses femmes. Les femmes étaient choquées et effrayées mais le protagoniste a levé son bras pour l'empêcher de même penser à s'approcher d'elle.
Le MC a levé les yeux, la colère dans son regard, en demandant s'il savait ce qu'il disait. Le MC était son chef. Le gobelin à 4 bras a alors regardé en arrière et pointant le gobelin aux cheveux rouges l'a appelé Gu Kuang en disant qu'il était plus fort que le MC, donc il le suivrait. Le MC a regardé les deux gobelins et a demandé si Gu Kuang était au centre de la rébellion. Il a dit que si le gobelin aux cheveux rouges battait celui à 4 bras, il lui pardonnerait. Le gobelin à 4 bras a commencé à rire sauvagement en disant que Kuang n'obéirait jamais au MC parce qu'il était le nouveau chef et ils allaient le tuer pour diriger la tribu. À ce moment, une main a agrippé la tête du gobelin à 4 bras qui a sursauté, et quand il a réalisé, c'était Gu Kuang qui tenait sa tête. Il était sur le point de demander quelque chose quand du sang a giclé partout dans la zone et le protagoniste et l'elfe avaient l'air un peu choqués par la scène. Le gobelin à 4 bras gisait au sol et les autres gobelins étaient effrayés. Le gobelin aux cheveux rouges a appelé le MC chef et a dit que depuis qu'il a évolué, il a commencé à comprendre beaucoup de choses. Il était différent de ces idiots arrogants et respectait le MC, mais il croyait aussi en la force brute. Il a appelé le MC père et a dit qu'il avait vaincu l'ancien chef pour devenir le nouveau leader, donc maintenant il voulait aussi essayer. Il était niveau 50 et ses attributs étaient très élevés avec un score total de 1200. Le MC a commencé à sourire et a dit qu'il comprenait tout. Le garçon avait le courage de le défier avec une puissance de 1200. Linon a commencé à émettre une aura de feu et a dit que la croissance de Quan était impressionnante, mais était-il sûr de vouloir le défier? L'aura du protagoniste ressemblait maintenant à celle d'un Superion. Les autres gobelins commencent à encourager Gobu Kuang, lui disant de détruire le MC et de devenir le nouveau chef pour qu'il puisse aussi prendre les femmes. Le protagoniste ferme les yeux et dit qu'il semble y avoir plusieurs gobelins prêts à suivre Gobu Kuang, mais avant de commencer, il aimerait confirmer quelque chose. Il commence à invoquer une boule de feu et dit que si les gobelins de classe héros veulent continuer à suivre le MC, ils doivent venir à ses côtés immédiatement, sinon ils seront exterminés. Le capitaine pense que le MC est un prêtre et est impressionné. Il envisage de s'échapper au milieu de ce conflit interne puisqu'il ne pourrait pas les combattre là-bas. Il pense qu'une fois le chef actuel mort, il pourra trouver un moyen de s'échapper. Pendant ce temps, plusieurs gobelins se déplacent du côté du MC. Quan a fait son choix devant le MC, il veut chercher le pouvoir total et tire son épée. Il charge le MC avec tout ce qu'il a, mais le MC esquive son coup en reculant. Le capitaine est surpris de voir que le gobelin aux cheveux rouges est devenu encore plus fort depuis qu'il l'a capturé dans la forêt. Le MC complimente la compétence de Gobu Kuang et place son épée devant lui. Avec l'épée émettant une flamme puissante, il défie Gobu Kuang de résister au prochain coup. Le gobelin aux cheveux rouges est alarmé car il n'a jamais vu cette arme et elle est aussi très rapide. Il réalise qu'il ne peut pas esquiver le coup, donc il décide de l'affronter de front et charge à travers la boule de feu. Le protagoniste observe cet exploit et réalise que le gobelin est vraiment très résistant. Gobu Kuang avance avec son épée en poussant un rugissement puissant et sa taille est plus de 2 fois celle du MC. Le protagoniste fait un sourire sarcastique alors que le coup du gobelin aux cheveux rouges frappe le sol avec une telle force qu'il provoque une explosion. Les deux humains sont terrifiés par la scène et les autres qui regardent et sont du côté du protagoniste ont peur de l'issue du combat. Gobu Kuang est terrifié par ce qui vient de se passer, le MC avait bloqué son coup d'épée avec une seule main. Linon complimente la force de Gobu Kuang encore une fois, mais ce n'est pas suffisant. Il avait utilisé la compétence de défense à main nue et tire maintenant son arbalète. Les yeux de Gobu Kuang sont grands ouverts, fixant la puissance de l'arbalète devant lui et seul un cri est entendu à la fin. Le MC demande s'il aimerait continuer mais il dit non, puis il s'agenouille devant le MC avec le visage couvert de ketchup. Linton est toujours impressionné par la bravoure de Gobu Kuang. Les autres gobelins commencent à supplier pour leur vie en disant qu'ils ne lui désobéiront plus jamais alors qu'il s'agenouille et tremble de peur devant le pouvoir du MC. Il les appelle des lâches sans valeur et il supplie son pardon et jure de le suivre pour toujours. Il ordonne à Gobu Kuang de se lever et ensuite une compétence de soin est utilisée sur lui. Evia le soigne et Linon dit qu'il a du courage, s'il continue de servir le MC il ne le tuera pas. Bien sûr, il ne pardonnera pas aux autres traîtres, donc il ordonne à Gobu Kuang de tous les écraser sur place. Le gobelin aux cheveux rouges remercie le MC d'avoir épargné sa vie et dit qu'il va s'occuper de tous ces traîtres tout de suite. Les gobelins sont désespérés, suppliant toujours le pardon alors que Gobu Kuang les écrase avec facilité. Linon hurle aux autres gobelins de dévorer les traîtres et de devenir plus forts et les gobelins qui sont restés de son côté célèbrent la victoire du MC. Le capitaine, choqué par la situation, se demande dans quel pétrin Loer s'est fourré. Ce n'était pas n'importe quel monstre mais quelque chose de bien plus effrayant. Le MC s'approche de la croix de Loer et s'excuse pour le spectacle médiocre en demandant s'il pensait vraiment que ces inutiles allaient le sauver. Il appelle Loer naïf et Loer, serrant les dents,
dit que c'est la faute de cette inutile sainte de l'épée qui ne sait que se cacher dans la ville comme une lâche. Il commence à rire et hurle que tout le monde là-bas est inutile et ce qui l'impressionne le plus c'est comment il n'a pas complètement perdu la tête avec tout ce désespoir. Le capitaine est d'accord qu'il avait sous-estimé le MC mais il ne devrait pas trop s'exciter, la sainte de l'épée apparaîtrait dès qu'elle aurait vaincu la mère dragon. Le protagoniste s'accroupit devant le capitaine et demande s'il pense vraiment que les dragons vont attaquer la ville seuls. Les choses vont bien pour lui. Le capitaine commence à rire et demande si alors l'escouade entière et la Cité de la Lumière sont manipulés par lui. Il demande une mort rapide car il avait déjà donné toutes les informations nécessaires. Il préférerait mourir que finir dans une situation similaire à celle de l'OR donc il supplie le MC d'accorder cela. Pendant que Linon le regarde en silence, le MC dit alors qu'il va accorder sa requête. Quelqu'un crie le nom de la sainte de l'épée 2 fois et elle se réveille en sursaut, se levant du lit elle demande pourquoi l'urgence, les dragons avaient-ils été vaincus, le chevalier était-il revenu ? Le chevalier dit oui mais commence à bégayer, elle lui dit d'arrêter de bégayer et de dire juste ce qu'il veut et il explique qu'une seule personne de l'escouade est revenue, les autres ont été anéantis. La sainte de l'épée se lève en sursaut même si elle était encore en lingerie et je dois admettre que c'était tout un spectacle. Maintenant entièrement habillée dans son armure, la sainte de l'épée se dirige vers l'infirmerie où était le survivant, il était encore dans un état terrible. Elle demande comment il a été blessé et veut savoir pour les autres chevaliers. L'aventurier explique qu'ils ont rencontré un groupe de gobelins de la lignée héroïque et la supplie de sauver ses compagnons dès qu'elle peut. S'évanouissant presque, il lui demande d'être prudente car les gobelins sont anormaux, puis il arrête enfin de parler. Le guérisseur hurle pour qu'ils tiennent bon et quelqu'un dit que ça ne pouvait pas être juste une bande de gobelins. Un chevalier avec eux dit qu'il se fiche de la lignée, ils seraient exterminés comme la vermine inférieure qu'ils sont, mais la sainte lui dit d'attendre. Les invasions de dragons sont devenues plus fréquentes, ils pourraient attaquer à tout moment et elle ne pourrait pas gérer tout ça seule. Elle ordonne qu'une partie des troupes soit envoyée et demande des renforts pour protéger la Cité de la Lumière. Quand le moment sera venu, elle détruira les gobelins et la mère dragon elle-même. Le chevalier essaie de protester et le mage avec eux demande s'il y a une chance qu'ils reviennent vivants. Quelqu'un s'approche en interrompant la conversation en disant qu'elle n'a pas besoin d'envoyer des renforts. Ils disent que l'arrogance mène à la défaite, c'est pourquoi l'ordre de la lame d'argent est tombé. L'orateur était le capitaine de l'ordre des chevaliers de la mort, Kassimov. Il dit de lui laisser le sauvetage et la chasse aux gobelins. La sainte de l'épée dit qu'une escouade entière a été vaincue, pensait-il vraiment qu'il pouvait faire ce travail seul ? L'homme répond que par le passé il a affronté 4 guerriers titans seul et a survécu et même si ces gobelins sont de la lignée héroïque il ne pourrait pas le blesser. Après avoir dit ça, il enlève son masque révélant un visage à moitié brûlé avec une énorme cicatrice et dit qu'ils ont juste besoin d'attendre les bonnes nouvelles. De retour au village, le MC demande au système de recommencer la simulation de vie. Le système l'informe des ordres de la sainte de l'épée à Kassimov d'attaquer le village et ce serait une grande perte pour le MC même s'il gagnait. Le MC se demande si Kassimov était vraiment assez fort pour causer une destruction énorme dans le village. Le système lui donne 3 options de mission à compléter. Déplacer le village, préparer l'attaque ou capturer Kassimov d'abord. Il choisit la dernière option. Il reçoit alors la mission de s'engager dans une bataille contre Kassimov, la récompense serait de 20 points, mais avant d'agir le MC a besoin de savoir qui il est. Au milieu du village, un rire fort est entendu et l'OR célèbre que Kassimov est arrivé, les gobelins n'auront aucune chance contre lui. Il dit que l'heure des gobelins est venue. L'homme avait déjà vaincu plusieurs guerriers titans et à ce moment le MC regarde en arrière et dit qu'il semble avoir beaucoup de foi en cet homme. Le MC demande ce que sont les guerriers titans. L'OR répond que ce sont des guerriers puissants créés avec des gènes de titans par le royaume ennemi, capables de déchiqueter certains monstres à main nue. Selon l'OR, ils étaient tous condamnés alors qu'ils riaient en se moquant des présents. Le MC dit que Kassimov a quelques tours dans son sac et l'OR continue de hurler qu'il serait déchiqueté et écorché. Linon commence à penser qu'il vaudrait mieux être prudent, peut-être devrait-il envoyer quelqu'un d'abord pour tester les capacités de Kassimov. Au milieu de la forêt, Kassimov était à cheval suivant la piste laissée par les aventuriers et les gobelins mais la forêt était vide ce qui était étrange. Il trouve les restes de l'escouade d'argent et commente qu'ils sont une bande d'idiots inutiles. L'odeur du sang était puissante et enivrante, ça excitait Kassimov, se pourrait-il que cette fois il pourrait profiter de tout détruire à volonté ? Il entend des cris à l'aide derrière lui et se tourne pour voir qui c'est, se demandant d'où vient le son. Il fait courir son cheval vers le cri à l'aide et quand il arrive il voit une femme blonde agenouillée au sol nue et tremblante. Il demande à la femme qui elle est mais ne reçoit pas de réponse immédiate. Elle lui tourne le dos et Kassimov reconnaît ses traits, elle appelle son nom, c'est Evia demandant qu'il la sauve. Il crie de surprise ne s'attendant pas à ce qu'elle soit encore en vie. S'approchant d'elle sur son cheval, il demande si l'OR est encore en vie.
Elle répond en pleurant qu'elle a réussi à s'échapper des gobelins mais Loer n'est plus avec lui. Kassimov lui demande alors de lui indiquer la direction de la tribu gobelin. Elle répond promptement que ce n'est pas loin de là mais qu'ils sont très effrayants et Kassimov se sent un peu méfiant. Il presse son cheval vers la tribu et Evia crie pour qu'il l'emmène loin de là mais il est déjà loin devant, criant en retour qu'elle se débrouille seule. Il avait encore une mission. La profession de Kassimov lui permettait de gagner un bonus d'attribut chaque fois qu'il travaillait seul et aussi en abattant des ennemis. Avec Loer plus en vie, Kassimov pense que c'est génial, ça ne le gênera pas et il a juste besoin de les attaquer furtivement pour accumuler des bonus. Montant son cheval, il traverse une corde qui déclenche un piège. Kassimov est projeté en avant tandis que son cheval tombe au sol. Il fait un salto réussissant à éviter les blessures de la chute. Il regarde en arrière pour voir la source de l'attaque et ne trouve nul autre qu'Evia venant après lui et il demande pourquoi elle n'est pas encore partie. Evia lève son sceptre et lance son sort de frappe critique de lumière sacrée frappant Kassimov de plein fouet. Il lui hurle dessus en demandant ce qu'elle fait et elle répond que son maître lui a ordonné de le vaincre. Une fois de plus elle lance un sort, cette fois appelé impact sacré et frappe Kassimov directement. Une fois de plus une fumée violette se répand devant Evia et Kassimov invoque le dévoreur d'âmes. Il réussit à attraper Evia par les cheveux et demande sous quel genre de sort elle a été pour oser l'attaquer mais elle ne répond pas. Puis en léchant son épaule il dit que dans ce cas il n'ira pas doucement avec elle. Il n'aimait pas tuer seulement des monstres et était intéressé à l'écorcher. Il pointe son épée vers le cou d'Evia en disant que c'était une bonne occasion d'accumuler des bonus. Quelqu'un remarque qu'ils comprennent pourquoi il a osé essayer de les exterminer seul. Le MC est derrière Kassimov tenant une épée et commentant que les attributs de sa profession et son équipement sont effectivement problématiques. Il manie une épée avec un pouvoir appelé moisson mortelle qui augmente les dégâts critiques de 90%. S'il réussissait une attaque furtive ce serait mauvais pour le MC. Kassimov est choqué se demandant comment un gobelin de bas niveau a réussi à voler son épée en un instant. Evia court vers le MC en l'appelant maître et Kassimov lui hurle dessus pour s'être abaissé à devenir une esclave de gobelin méprisable. Le MC dit qu'elle est une excellente servante tout en lui tapotant la tête. Il dit à Kassimov qu'il est un peu déçu de lui car il pensait qu'il serait formidable, au lieu de cela il est juste un psychopathe qui aime tuer. Kassimov dit que même s'il capte pas comment le MC a grillé ses attributs il va gérer facile un gobelin méprisable comme lui-même sans son épée ou ses capacités passives il est carrément capable d'envoyer le protagoniste en enfer. Kassimov sort une dague et charge sur le protagoniste qui essaie même pas d'esquiver l'attaque. L'instant d'après deux gobelins apparaissent derrière le protagoniste et Evia tous les deux bien armés et le protagoniste souriant dit qu'aujourd'hui ils verront qui va en enfer en premier. Le dragon apparaît aussi et crache du feu sur Kassimov qui est complètement incinéré par ce seul coup. Le mec a speedrun son chemin vers l'enfer en battant tous les records.